Merci. Et ben moi, je suis Juliette Rousseau. J'ai grandi en ruralité aussi. Je vis toujours. Je suis revenue vivre là où j'ai grandi. Et puis, je suis autrice, éditrice, et je m'intéresse fortement aux questions et de lutte contre l'extrême droite et de ruralité. Voilà. Merci à tout le monde d'être là et on va commencer. Peut-être commencer par vous faire un petit récap. Donc nous, on est une petite bande de gens militants, militantes, donc autour des questions de ruralité, de lutte contre l'extrême droite, qui nous sommes rencontrés après la période des législatives, avec un peu le bilan partagé d'une envie d'impulser des espaces de discussion et d'échange aussi sur nos pratiques d'organisation, et puis l'envie aussi de réfléchir à ces pratiques pour pouvoir les adapter au mieux aux espaces de vie et de lutte qui sont les nôtres. On a fait un premier webinaire il y a un mois qui a permis un premier du coup retour d'expérience, partage d'initiatives, etc. Ce webinaire, il est dispo en replay, je pense que en replay, pardon. Je pense que Victor va mettre le lien enfin si tu peux le mettre Victor le lien dans le chat. Et donc quelqu'un posait la question, oui, celui-ci va être enregistré aussi. Que vous dire d'autre? Je vérifie que j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. Et puis bah, peut-être Ashraf, si tu veux bien lancer Ouais. Eh bien, c'est le zéro. parti. Carrément, merci Juliette pour ça. Vraiment. Donc, cofondateur de l'association Destin Lié. Et pour ma part, j'ai grandi en milieu rural en Loire. Donc, voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Ce soir, vous allez écouter des personnes, des militants et militantes issus de plusieurs associations et mouvements, notamment donc l'ALAB, A4, ANGVC, Action Commune. Et je laisserai les concernés présenter leurs organisations juste après. Comment on va s'organiser cette rencontre ce soir? On va avoir une première partie où on va aborder les questions de violences racistes et sexistes, les conséquences que ça a justement de cette montée de l'extrême droite, comment ça se manifeste dans la vie des personnes concernées. Et une deuxième partie de ce webinaire sur la question plus concrète de comment on résiste, comment on s'outille concrètement, chacun et chacune dans vos territoires, quels sont les mécanismes qui permettent de tenir bon et de riposter face à ces violences. Et donc, comme l'a dit Juliette, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qu'on fera remonter à la fin de la deuxième partie pour avoir un temps où les intervenants et intervenantes pourront en parler. Et donc, je commence tout de suite par la première question adressée à nos amis de l'ALAB, donc Graziella et Fatima, qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. L'ALAB, vous êtes une asso féministe antiraciste qui fait entendre les voix et défend les droits des femmes musulmanes. Est-ce que vous pouvez effectivement vous présenter, nous parler de votre travail, comment vous en êtes venu aussi à travailler sur ces enjeux et qu'est-ce que ça dit selon vous du contexte ultra-violent, islamophobe et sexiste en France? Je ne sais pas qui veut commencer entre Graziella et Fatima. Je vais commencer et Fatima me complétera. Elle interviendra aussi, je pense, surtout sur le deuxième temps. Puisqu'on a fait un petit peu le tour des départements de France, je vais aussi quand même me présenter. Donc, je m'appelle Graziella Crossetti, je suis musulmane convertie. J'ai grandi en milieu rural dans le Tarn-et-Garonne. C'est le travail qui m'a conduit en région parisienne depuis un peu plus de 7 ans. Donc, je suis bénévole chez la Lab depuis 6 ans. Et à côté de ça, je suis enseignante en sciences économiques et sociales. Donc bénévole chez la Lab, donc tu l'as bien dit, Ashraf, c'est une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et défendre les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppressions sexistes, racistes et islamophobes. Et donc notre vision, c'est vraiment de créer un monde dans lequel chaque femme peut s'accomplir sans peur d'être jugée, discriminée ou violentée, quelles que soient ses identités. Je vais peut-être laisser juste Fatima se présenter un petit peu et après je reviendrai sur la question que tu nous as gentiment proposée. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? On t'entend bien, Fatima. Ok, super. Bonsoir tout le monde, moi c'est Fatima. Je suis membre chez la Lab depuis 8 ans et je m'occupe notamment de toute la partie narration, c'est-à-dire comment on crée des nouveaux récits et comment on investit aussi différents espaces narratifs et médiatiques. Et je te repasse la balle, Graziella.
Alors, ce qui nous amène ici, c'est la question aussi un petit peu de l'extrême droite. Et nous, le constat qu'on fait chez la Lab, déjà, c'est que, alors, je pense que ça n'aura échappé à personne. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle est aux portes du pouvoir. C'est un peu la béquille du gouvernement Barnier à l'heure actuelle, qui ne survit à l'Assemblée que grâce au soutien des députés du Rassemblement national. Mais euh, si on revient quand même quelques années auparavant, on assiste quand même depuis plusieurs années déjà à une diffusion massive des idées et des thématiques du Rassemblement national dans le spectre politique français et particulièrement en ce qui concerne la question musulmane en France. L'islamophobie est aujourd'hui un principe partagé par une large partie du spectre politique et médiatique français, à gauche comme à droite, sous couvert de lutte contre l'islamisme, le communautarisme ou au nom de l'universalisme républicain. Choisissez un petit peu le isme que vous voulez. On finira toujours par retomber sur les musulmans et les musulmanes à un moment donné. Ce qui nous interpelle aussi, c'est le fait que aujourd'hui, c'est aussi tout l'appareil d'État qui est mobilisé à l'encontre des personnes musulmanes en France, et particulièrement des femmes musulmanes, puisque l'islamophobie en France a pour singularité d'être une islamophobie genrée qui vise principalement les femmes, et notamment les femmes qui portent un foulard, donc un signe extérieur visible d'appartenance religieuse. Je donnerai un exemple qui est assez frappant et sur lequel la LAB s'est beaucoup mobilisée ces dernières années. Mais en fait, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres, tellement en fait, enfin voilà, on peut avoir des exemples de cette mécanique un petit peu islamophobe et cette mécanique dans la sphère politique et médiatique. Ce dont je voulais parler, c'était la loi confortant le respect des principes républicains. Ça illustre ce que je viens de dire précédemment, parce que c'est un bel euphémisme pour désigner en fait les musulmans et musulmanes de ce pays comme étant intrinsèquement non respectueux des principes républicains. Parce que comme son nom ne l'indique pas en réalité, cette loi, vous en avez sans doute entendu parler sous un autre vocabulaire qui était celle de la loi séparatisme. C'était le terme utilisé plutôt dans la sphère médiatique et qui a été adopté en 2021. Les débats politiques et médiatiques de cette période sont une illustration de comment est-ce que toute pratique rattachée de près ou de loin à l'islam contribue à incriminer des personnes comme étant intrinsèquement séparatistes. Et ce terme de séparatisme, il est intéressant parce que en fait, il montre que toute cette rhétorique autour de la notion de séparatisme conduit en fait à faire des musulmans et des musulmanes de ce pays les responsables de leur propre exclusion et des discriminations qu'ils et elles subissent. Alors qu'en réalité, dans les faits, c'est cette loi qui est une loi d'exclusion. Parmi les conséquences qui ont été que l'ALAB a dénoncé, on l'avait dénoncé déjà au moment où c'était un projet de loi auprès de la CNCDH, par exemple, c'est que cette loi a contribué à porter une atteinte considérable à la liberté d'association. Ça n'a d'ailleurs pas touché que les associations musulmanes, mais en tout cas, c'était vraiment un coup pour empêcher les personnes concernées par des discriminations de s'auto-organiser. Notamment en élargissant les motifs de dissolution d'une association ou encore en conditionnant l'octroi de subventions au respect de certaines valeurs. L'illustration emblématique, ça a été la dissolution du CCIF, donc collectif contre l'islamophobie en France, la fermeture arbitraire de nombreux lieux de culte, l'expulsion d'imams ou le non-renouvellement de leur carte de séjour. Donc en fait, si demain l'extrême droite prend le contrôle du pouvoir exécutif, en fait, elle dispose déjà de tout un arsenal législatif hérité des mandatures précédentes pour annihiler les organisations qui tentent de défendre les droits des femmes musulmanes en France.
d'un côté, donc, on a la criminalisation de toute tentative d'organisation des premières concernées et on a aussi un renforcement des oppressions et des discriminations vécues par les femmes musulmanes. En tant que femmes musulmanes, nous nous retrouvons par exemple exclues du marché de l'emploi. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui portent le foulard. Discriminées sur les lieux de travail, à l'école, écartées dans des espaces de loisirs, dans le sport, agressées dans la rue, mal soignées et encore tout un tas d'autres violences. Aujourd'hui, en tant que femmes musulmanes, nous sommes perçues soit comme des femmes opprimées, soumises, qu'il faudrait libérer du joug patriarcal, de nos familles, de nos religions, soit comme des femmes dangereuses au service d'un agenda politique islamiste. Ces représentations, elles sont présentes dans le champ politique et dans le champ médiatique, mais également dans nos environnements communautaires ou militants. Ça va se traduire par exemple par des injonctions à la responsabilité qui vont être utilisées pour nous silencier quand on dénonce les violences sexistes et sexuelles dont peuvent être victimes les femmes en intracommunautaire. Et en fait, donc, le climat aussi délétère où l'extrême droite récupère politiquement la moindre voilà, la moindre critique. Donc voilà, les craintes de la récupération politique et médiatique de nos histoires à des fins islamophobes agissent aussi comme des mécanismes puissants de silenciation. Et donc ces représentations, finalement, elles conduisent à nous déshumaniser, elles pèsent lourd sur nos épaules et aussi elles nous détruisent physiquement et psychologiquement. Puisque notre valeur est conditionnée et notre dignité est écrasée par ces systèmes d'oppression. Je vous dresse un portrait pour l'instant qui est pas le plus joyeux du monde. C'est Fatima qui se chargera aussi de parler un petit peu plus positivement ensuite. Mais c'est vrai que, voilà, concrètement, aujourd'hui, si on fait un petit peu le bilan, et je m'arrêterai là sur cette partie-là, c'est vrai que ces systèmes d'oppression, ben, ils contribuent à freiner ou à interdire l'accès aux femmes musulmanes à tout un tas de ressources sociales indispensables, le travail, le logement, la santé, l'espace public, même la prise de parole publique est de plus en plus difficile. Et voilà, c'est un petit peu ça le constat qu'on fait aujourd'hui. Merci Graziella. Vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Et du coup, Habib, je ne sais pas si tu es par là. Si oui, est-ce que tu peux te signaler? Ok. D'autres personnes de l'association A4? Bonjour, Idriss. Ah, salut Idriss. Ça va? Ouais, très bien, et vous? Ouais, très bien. Et ben du coup, on y va, si ça te va. Alors A4, ben, ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait quelques années déjà? 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans Bonjour, et... bonjour Ashraf. Bonjour. Idriss, tu veux Salut, commencer à Habib. présenter vas-y. Ouais, non, bah du coup, si vous voulez vous présenter un peu le travail d'A4 et nous en dire un peu plus sur vos conditions aussi de travail et d'installation et comment ça se passe pour vous dans les territoires ruraux dans lesquels vous êtes. Très bien. Il y a moi, juste pour citer des gens qui sont là, je crois, il y a moi, il y a Tariq, et Idriss et Vincent. Donc, Idriss, si tu veux, on peut te laisser commencer. Après, on complète avec Vincent et Tariq qui nous sommes là. Ok. Bonjour, bonjour. Donc, ACAT, c'est une association d'accueil agricole et artisanal et c'est pour un objectif de faciliter l'accès au travail dans les domaines agricole et artisanat pour les personnes avec ou sans papier dans les domaines agricole et artisanal. Et là, aujourd'hui, on a 4 antennes. Il y a une antenne à Paris, l'Île-de-France, il y a à Lannion, il y a à Grenoble et à Saint-Afrique. Du coup, je sais pas si les autres s'ils vont prendre compléter avant en fait c'est quoi notre. Après, je vais reprendre aussi avec vous parce qu'on est au moins 3 ou 4 personnes.
Bah, moi, je peux aller, oui. L'association, oui, elle est créée de... Vous m'entendez? Elle est née entre plusieurs personnes qui se trouvaient dans le lutte logement, lutte papier, et lutte écologie dans le Saint-Saint-Denis 93, après le Covid directement, après aussi les questions que se posaient par rapport à des personnes qui arrivent ici en France, qui sont, qui sont étrangers, qui se trouvent ici à, enfermer en fait pour certains métiers, quoi. Par exemple, le métier de bâtiment, ménage, security et, comment il s'appelle la restauration aussi, le plonge, quoi. Donc voilà, nous on se trouvait, on réfléchit par rapport à des gens qui arrivent ici, qui ont de bagages et de savoir à faire. Comment on peut tisser le lien avec le milieu agricole, quoi, et l'artisanal. Donc, comme moi et Idriss, on avait un parcours peut-être un peu militant et particulier. On a vécu beaucoup dans les luttes de Notre-Dame-de-Lande ou à Calais avec des bordards et tout ça. On connaît en tout cas pas mal de cette milieu et d'alternatives. En arrivant à Paris, je me suis connecté avec Tariq et d'autres membres fondateurs de A4 euh, qui se posaient des questions. En fait, nous, on a envie d'aller travailler dans l'agriculture. Et les craintes qui se posent, en fait, euh, Pauline. Les craintes qui se présentent, en fait, la campagne, elle est très isolée. Il y a beaucoup de musulmans. Et il y a du racisme aussi qui, qui vous savez, je crois. On connaît tous avec la montée de l'extrême droite. Euh, Même on a eu, je crois, les attaquements où Idriss et le groupe local de Nagno, je crois, il y a eu 2 jours, je crois, de vandalisation, de casser nos locaux. Donc, c'est très difficile. Euh, donc, voilà, on s'est trouvé dans un premier temps à la reprise de terre pour la jeunesse de l'assaut. C'est là qui fait le lien avec le milieu agricole vraiment. Pour de questions, il y a beaucoup d'agriculture qui part à la retraite. Et en même temps, il y a des gens qui arrivent ici, qui ont des avoirs de pays du Sud. Ça peut être ouais, des opportunités d'ouvrir les fermes et les villes pour l'accueil. Et on a commencé par des voyages en quête pour aller découvrir le milieu agricole et rendre compte aussi la difficulté aussi, ce travail qui est pas valorisé, soit ici, soit ailleurs d'ailleurs. En tout cas, c'est pas un métier que des gens qui le souhaitent, malheureusement. Et sans les agricultures, on ne peut pas vivre aujourd'hui parce que c'est eux qui cultivent des légumes, tout ce qu'ils veulent manger. Donc, voilà. On part à la rencontre à les agricultures, à l'artisan pour pouvoir tisser des ponts. Je crois que je vous laisse la parole à Tarek ou Vincent si vous voulez rebondir sur le. Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter pour l'instant. On verra après. Je Super. pense que- Bonjour. Est-ce que, Merci. est-ce que Tariq, tu veux ajouter quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Et Tariq, membre aussi de l'association A4. Je pense que l'enjeu est surtout dans un contexte actuel, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de polarité entre la manière en fait dont on perçoit l'immigration de manière générale, mais surtout des personnes qui ont des parcours migratoires, avec un côté qui serait plus de considérer les gens comme des prédateurs potentiels à la fois euh, sur, comment dire, qui auraient quasiment mis au niveau enfin, déshumanisé dans les caractéristiques. Ça veut dire qu'en fait, on considère que les gens ont pas les bonnes mœurs, sont pas la bonne civilisation et seraient aussi prédateurs des allocations familiales en France. Et de l'autre, une posture de victime éternelle de l'exil qui, en fait, les conduirait à être chaque fois dans des rapports paternalistes avec les structures qui les accompagnent. Et que finalement, l'idée d'A4, c'est aussi de dire qu'il y a une troisième voie et qu'en fait, de considérer les gens comme des sujets politiques à part entière.
et non pas comme avoir Allô? Pardon. Vas-y, Idriss. Je peux parler, je sais pas si. Vas-y, tu peux. Ah, oui, parce que aussi, en fait, je veux dire, en fait, à partir aussi, ça vient de ce qu'on a vécu dans les milieux militants, en fait, qu'on a vu plein de fois qu'on est des militants, mais on n'est pas considéré dans les milieux militants comme des militantes. On est là comme, en fait, il y a toujours les gens qui le fassent pour nous. Et quand on va aussi dans chaque événement, s'il y a des événements, s'il y a des manifestations, s'il y a quoi, cette fois, en fait, on se trouve en fait, qu'on n'a pas de la place partout, qu'on essaie d'avoir, en fait, comment on faut créer la place pour, en fait, pour les militants petits qui sont, en fait, étrangers ou migrants, en fait, parce que on n'est pas des reconnaissances des étrangers qui ont savoir, et ça fait partie de l'oppression systémique qui a fait qu'en fait, toujours, c'est que des blancs qui ont des savoirs, c'est eux qui ont tout, mais les personnes étrangères, il n'y a rien, même si ces personnes, c'est pas, même si cette personne, en fait, elle a des savoirs, mais on ne le reconnaît pas. Et là, du coup, on s'est trouvé qu'en fait, même le travail qu'on fait avec ACAT, il y a deux travails qu'on est en train de faire. En fait, il y a le travail avec antiraciste ou essayer de céder la place ou donner la place pour les personnes étrangères. Et en même temps, aussi, il y a le travail aussi pour quoi? Pardon, Idriss, continue. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Si vous pouvez penser à couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Ok, parce qu'en fait, il y a des travaux aussi qu'on fait avec même les militants qu'ils ont avec nous. En fait, c'est aussi encore un autre travail qu'il faut, en fait, parce qu'il faut déjà qu'ils soient conscients avec les oppressions systémiques, avec les racistes intégrés qu'il est là, avec la paternaliste, comme il avait dit Tariq. En fait, c'est beaucoup de travail qu'on essaie de mettre en place. C'est un vrai lutte qui fait qu'en fait, ça pompe plein d'énergie. Du coup, bah, on se trouve, en fait, en tant qu'étranger, c'est pas du tout facile d'avoir créé un espace pour vivre ou essayer de créer un espace vraiment pour un être humain à quelqu'un comme tout le monde, quoi. Parce qu'on se trouve, en fait, comme si on n'est pas des humains. Et là, même quand on va, en fait, quand il y a des événements où il y a, comme le village de loup, en fait, c'est pas facile pour nous, c'est pas possible parce que déjà, les personnes qui ont le titre de séjour, ils ont peur d'aller parce que là, si la police il arrêté quelqu'un, en fait, ça va être pas possible. Du coup, comment on peut créer un espace pour que les personnes puissent aller, c'est partager dans cette manifestation parce que en fait, il y a beaucoup de militants. Quand on travaille, on voit, en fait, il y a plein d'événements. Par exemple, s'il y a une discussion entre changement climatique, en fait, on ne voit pas beaucoup de personnes étrangères, migrants qui sont là. C'est que, en fait, quand on ne le voit pas, ça ne veut dire pas qu'en fait, ces personnes, ils n'ont pas de la place et ils ne savent pas ou ils n'ont pas de savoir. C'est qu'il n'y a pas de la place. On n'a pas créé cet espace pour ces personnes. Donc, en fait, j'essaie de citer, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses qu'on trouve, en fait, il n'y en a pas du tout la place pour ça. Et ce qu'elle a essayé de faire à Cat en ce moment, quoi. C'est beaucoup de travail, à part qu'il y a la place de travailler, d'aller, à part de, en fait, même l'installation, en fait, c'est compliqué pour les personnes étrangères, parce que déjà, il faut dire, il faut un BPRA, il faut, je sais pas, plein d'histoires. Quand tu vas acheter un terrain, il faut plein d'histoires. C'est vraiment compliqué, mais je vais laisser peut-être, il y a Tariq ou Vincent qui vont prendre les paroles. Merci, Idriss. Merci de poser ça aussi. Je vais redire pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées entre-temps. En fait, cette discussion ce soir, elle s'organise en deux temps. Un premier temps où on invite les différents intervenants, intervenantes, donc des 4 organisations, collectifs, structures qu'on a invitées ce soir, à présenter, expliquer leur travail, un peu la genèse, etc., et aussi les problématiques rencontrées. Et dans un deuxième temps,
on va les inviter à nous faire un retour sur leur façon de répondre à ces problématiques. Donc, on a d'abord entendu la lab, on vient d'entendre A4. Merci à tous les trois, tous les quatre. Et je crois que maintenant, on va entendre William pour la NGVC. Je laisse la parole à Ashraf. Exactement. Merci beaucoup à 4 et la Lab pour ce premier contexte et qui montre vraiment bien comment certains groupes sociaux sont beaucoup plus touchés que d'autres quand l'extrême droite est en pente montante, on va dire. Et justement, William, merci aussi d'être là. Merci beaucoup. Tu as monté une association qui s'appelle ANGVC, qui est une association par et pour les voyageurs que je vais te laisser te présenter. Et peut-être la question que j'aurais pour toi, il y a un anti-tsiganisme qui vise les communautés du voyage de façon générale et qui se déploie vraiment dans le discours médiatique, dans le discours politique. Il y a tout un tas de violences policières aussi qui sont liées à cette communauté-là et qui visent spécifiquement cette communauté et les inégalités de droits qui sont en lien. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez monté cet assaut, sur quel type de situation vous intervenez? Et est-ce que tu veux bien aussi nous parler en même temps des dynamiques que vous observez dans l'accueil, la relation voyageur en ruralité? Est-ce qu'il y a des formes spécifiques d'antitsiganisme dans les territoires ruraux? Merci Ashraf. Alors juste bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors moi je j'ai pas monté l'asso, hein. Elle existait depuis une trentaine d'années, donc j'ai juste repris l'asso et le collectif, la direction on va dire. Donc moi je suis militant depuis plusieurs années sur ces questions-là. Je viens moi-même d'une famille de voyageurs. Donc quand on parle de voyageurs, on parle de ceux qu'on appelle les gens du voyage en France et qui subissent une politique d'exception depuis plus d'un siècle avec un statut spécifique dès le début du XXe siècle, qui était un statut ethnique, des persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, puis un autre statut semi-ethnique à partir de 69 avec le statut de gens du voyage, donc qui est une appellation administrative et dont les familles ont commencé à s'organiser dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et à s'organiser en associatif et en collectif pour la NGVC, en tout cas dans les années 90. Ça a été monté par des familles qui voulaient se défendre contre toutes les discriminations qu'elles pouvaient subir et puis notamment toutes les difficultés qu'elles rencontraient dans les questions d'accès au territoire. Parce que une des particularités de l'antiziganisme, c'est vraiment cette question de la légitimité au sol, de la légitimité à la terre et du fait que le voyageur est jamais légitime nulle part en fait. Il a toujours une position d'étranger, d'intrus dans le territoire. Et ça tient beaucoup de l'histoire en fait du voyage et de comment on conçoit les voyageurs aujourd'hui. Et donc l'association s'est très vite tournée aussi autour d'une revendication qui est celle d'être des habitants comme les autres, parce que les gens du voyage sont toujours considérés comme des gens de passage ou des gens accueillis, à qui on octroierait un don d'accueil d'ailleurs. Enfin, ce sont des gens qui ne méritent pas l'accueil, souvent on entend ces choses-là, alors que ce sont des gens qui habitent les territoires depuis des siècles en France. Les voyageurs, depuis au moins 5 ou 6 siècles, on documente leur présence en France. Donc voilà, et les gens savent peu, mais l'accès au droit de vote réel pour les gens du voyage, c'est 2012, quoi. Donc la sous-citoyenneté, on l'a connue jusqu'en 2017 avec les carnets livrés de circulation. Enfin voilà, on part de très très loin. Et on part de très très loin d'un point de vue légal et on part de très très loin d'un point de vue politique et du point de vue des discours, puisque, comme tu l'as dit, effectivement, il y a un antiziganisme virulent qui s'exprime autant dans les médias que dans la bouche des hommes politiques, que dans les réunions publiques, quelles qu'elles soient. Enfin, vraiment, c'est complètement décomplexé. Faites une expérience, tapez gens du voyage dans une barre de recherche Google, regardez les 100 derniers articles parus dans la presse. Donc, vous verrez qu'il y en a énormément et vous verrez que quasiment tous les articles portent sur du crime ou du délit. Parce que quand on est un homme issu de la communauté des gens du voyage, on est un homme issu de la communauté des gens du voyage dans la presse. On n'est pas juste un homme. Voilà. Donc, on engage à chaque fois mais bon, c'est les mêmes logiques avec les personnes musulmanes, avec les personnes exilées, etc. C'est tout le temps les mêmes logiques. Donc, nous, tout notre travail, on va dire, dans la ruralité et aussi dans les espaces urbains, mais c'est plus marqué encore dans la ruralité, je dirais, c'est de travailler sur la question vraiment de la présence légitime des voyageurs
de les faire sortir de leur position de personnes errantes. L'antiziganisme, il est très lié à l'antisémitisme. C'est vraiment un racisme qui a été construit à partir des pensées antisémites, et notamment à partir de la notion du peuple errant et de cette notion d'un peuple sans terre, en fait, qui viendrait donc envahir, conquérir, etc. C'est souvent des mots qu'on rencontre pour les voyageurs. Donc ça, cette terminologie-là, on essaye de la déconstruire vraiment, de l'éliminer en fait du vocabulaire. Toute la terminologie aussi de l'accueilli, parce que la particularité des gens du voyage, c'est que les seuls lieux de vie légaux auxquels ils ont accès, ce sont des aires d'accueil des gens du voyage, qui sont payantes, obligatoires, voilà, qui sont très mal connues des gens, mais qui sont vraiment des lieux de relégation et où la discrimination s'exerce d'une manière très forte. Voilà, toutes ces personnes qui vivent en aire d'accueil, en fait, ce ne sont pas des accueillis, ce sont des habitants des territoires. Et ça aussi, on essaye de déconstruire ces choses-là. Et puis, je dirais en fait que l'antiziganisme, toutes ces questions de délégitimation du lien à la terre qu'ont les voyageurs, qu'on leur oppose à chaque fois, eh ben, en fait, en fonction du gradient d'urbanité, c'est-à-dire en fonction de si la ville est plus ou moins dense ou l'espace est plus ou moins rural, il va s'exprimer avec plus ou moins de force. Voilà. Et dans l'espace rural, ça s'exprime avec énormément de puissance depuis très longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les voyageurs, depuis des siècles, ils sont confrontés à ça et ils ont développé tout un tas de techniques, de tactiques, en fait, au sein des familles, dans leur pratique aussi d'occuper l'espace, qui est en fait une réponse aux agressions constantes en fait de l'extérieur. Je vous donne juste un exemple pour terminer et pour peut-être faire réfléchir les gens. Aujourd'hui, en France, quand vous êtes un voyageur, que vous voulez accéder à un habitat, vous allez pouvoir accéder aux aires d'accueil s'il y a de la place, mais le problème, c'est que 26 départements seulement sur 95 respectent leurs obligations, donc il n'y a quasiment pas de place. Vous allez pouvoir accéder à des terrains privés, donc vous achetez un terrain et puis vous posez dessus avec votre caravane, mais en réalité, en fait, 96% des communes en France interdisent par leur PLU, donc leurs plans locaux d'urbanisme, de manière absolue et générale le stationnement de la caravane, au mieux 3 mois par an si c'est une caravane d'habitation. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas de toute façon jouir de votre propriété de manière, on va dire, légale. Vous pouvez vous installer de manière illégale, mais pas jouir de votre propriété de manière légale. Et puis ensuite, il y a tout un tas de familles, dont les plus pauvres, en fait, qui sont en situation d'errance chronique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de lieu de vie stable et qui se font expulser tous les 15 jours. Voilà. Donc là, nous, dans l'association, on agit en fait à tous ces niveaux-là, et puis aussi on agit au niveau des actes et des discours racistes, évidemment. Mais je dirais que le gros du travail, c'est vraiment de travailler cette question de la légitimité sur le territoire, quoi. C'est vraiment ça pour nous. Merci beaucoup, William. Alors, on passe à le quatrième collectif réseau invité qui s'appelle Action Commune. Laetitia, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Action Commune, vous êtes un réseau qui rassemble des centaines de communes et de listes participatives. L'idée, c'est de prendre le pouvoir dans les mairies, plutôt dans les petites villes et les petits villages. Toi, tu as été élu maire d'une ville de 5000 habitants qui s'appelle La Crèche. Est-ce que dans ton expérience de maire, tu as vu déjà, accompagnant la montée de l'extrême droite, une montée des propos et des actes racistes ou sexistes dans ta ville? Et quels impacts ça a pu avoir sur la vie politique ou associative de la commune? En particulier, on avait envie de te demander, est-ce que tu vois ça dans le fonctionnement même de l'institution? Oui, merci La parole est à beaucoup. toi. Alors, je suis très honorée d'être là, surtout avec les personnes qui ont parlé avant moi, parce que pour le coup, j'ai quasiment envie de me taire tellement c'est pertinent ce qu'elles disent et tellement moi je vais vous dire à quel point en fait on a besoin de ces personnes-là. Donc effectivement, moi j'appartiens au réseau Action Commune, qui est le réseau des communes et collectifs participatifs, qui est un réseau qui s'est monté à la suite des élections de 2020. Au moment des élections municipales de 2020, il y a eu plusieurs collectifs participatifs qui se sont montés, c'est-à-dire des collectifs dans lesquels les habitants souhaitaient reprendre le pouvoir et surtout redonner le pouvoir à l'ensemble des habitants. Et c'est vraiment ça la thématique, c'est comment est-ce qu'on prend le pouvoir pour le redonner aux habitants.
Et enfin, je vais spoiler un peu si jamais vous allez regarder notre ambiance, etc. Mais évidemment, le socle de valeurs qui nous détermine, c'est évidemment un monde avec beaucoup plus de justice sociale, un monde évidemment avec beaucoup plus de justice climatique. Euh, voilà, donc on va et on pense que la réappropriation par les habitants des espaces communs, et notamment au niveau de la commune, sont une bonne manière de le faire. Et donc, du coup, moi, j'appartiens aussi à un collectif qui a été élu en 2020, donc dans une commune effectivement de 6 000 habitants dans les Deux-Sèvres, donc à proximité de Niort, pas très loin de Poitiers, entre Poitiers et La Rochelle. Donc, je parle de là aussi. Euh, et du coup, eh ben, en réalité, tout a déjà été dit. C'est-à-dire que non, ces tout derniers temps, on n'a pas vu une montée des propos racistes et sexistes dans nos communes parce qu'en fait, ils étaient déjà présents. Ils existaient déjà. Gradiela a parlé de la loi séparatisme. Alors, je suis désolée, moi je l'appelle loi séparatisme, mais celle-là, elle est d'une contrainte, ne serait-ce que pour les communes. Hein. Je rappelle que nous, ça faisait longtemps qu'on pouvait pas embaucher des personnes voilées. Ben, la loi séparatisme a été encore pire sur ces sujets-là. Donc ça existait déjà. Euh, et pour le coup, est-ce que c'est institutionnel? Complètement. De toute façon, les institutions sont clairement racistes, sexistes. Euh, je, je viens du militantisme féministe. Et donc du coup j'ai plus de connaissances là-dessus, mais la part de femmes élues, ça, pour ça, il y a la parité, mais pas la parité dans toutes les communes, puisque les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas concernées. Et puis ensuite, ça ne participe pas à la part de femmes mères. On sait très bien que la part de femmes mères, elle est très réduite. Et du coup, je ne parle même pas, et pourtant je devrais, de la part de personnes racisées, mères, de femmes racisées, mères. Et je ne parle effectivement même pas de tout ce qui ne se dit pas sur les personnes sans papier et sur comment les accueillir dans la vie communale et les gens du voyage. Alors, je suis désolée, j'utilise ce vocable, je sais pas comment, va vraiment falloir que je me rapproche de la NGVC pour parfaire mon vocabulaire, mais effectivement sur comment on les accueille, comment on les fait participer, comment on leur donne effectivement exactement le même statut que n'importe quel créchois, créchoise. Voilà. Ces questions-là, alors évidemment, au moment des législatives, les communes se sont pris dans la figure, un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais les communes se sont pris dans la figure aussi cette question de qu'est-ce qu'on fait si un gouvernement passe. On rappelle que les communes, elles sont en même temps libres de leur administration et en même temps sous tutelle de l'État, puisqu'on est soumis à la préfecture. Et si l'État est officiellement raciste, je ne sais pas s'il l'est pas déjà, mais je laisserai chacun en débattre. Mais en tout cas, s'il l'est officiellement dans les urnes, comment est-ce que nous, maires et élus de communes et collectifs qui n'avons pas du tout cette sensibilité-là, comment est-ce qu'on peut soutenir voilà, ça nous a frappé de plein fouet, encore plus, on va dire, on avait commencé ces réflexions-là, mais ça nous a frappé de plein fouet, évidemment, au moment des législatives. On a commencé un petit peu à se mettre en ordre de marche. On fait des rencontres assez régulièrement, et notamment là, l'été dernier à Vaour, et puis on en fera les prochaines à Poitiers l'été prochain, sur justement comment monter des collectifs et des listes participatives pour les municipales. Et on s'est posé la question justement, ok, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là, et euh, euh, comment est-ce qu'on assure dans nos communes la sécurité de nos populations
et notamment de nos populations racisées, genrées, discriminées, etc. Il y a beaucoup de boulot. Ce qui est vraiment intéressant à se dire, et je pense que je développerai plus tard, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il existe vraiment des leviers d'action. Alors, des leviers d'action discrets, j'ai envie de dire. Là, c'est un petit peu la thématique qu'on prend en ce moment. C'est-à-dire que pour le coup, les communes, elles font partie des collectivités et donc du coup d'un système. Et c'est comment justement elles peuvent accompagner les collectifs, les associations pour continuer à mener les luttes. Et comment est-ce qu'elles peuvent les soutenir, comment est-ce qu'elles peuvent leur prêter des salles. Ça va très facilement de comment leur prêter des salles, mais comment se rapprocher d'elles aussi, justement pour savoir comment, sur quoi s'alerter, comment être meilleur dans l'accueil des gens du voyage, ou comment s'alerter et comment accompagner les personnes. Il y a un peu de tout, mais les personnes transgenres dans les collectivités, dans les écoles, etc. Voilà. Je m'arrête là parce que je suis sûre que je pourrais en dire beaucoup encore, mais j'attendrai un peu. Mais en tout cas, je suis très attentive parce qu'il se dit des choses passionnantes. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Et c'est super intéressant aussi d'avoir le point de vue justement plutôt côté maire et côté commune, à quel point ces endroits peuvent être des lieux aussi de résistance si jamais on passait sous domination complète du Rassemblement national. Donc merci beaucoup. Et justement, tu pourras creuser un peu tout ça dans la deuxième partie qu'on va commencer. Justement, merci aux quatre assos qui ont un peu posé le contexte et le constat et ce qui est en danger et à risque en ce moment, complètement. Et effectivement, il y a la question de est-ce que les idées d'extrême droite gouvernent pas déjà un peu, parfois même beaucoup dans certains de nos cas. Merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint aussi depuis. Je vois qu'il y avait des personnes de Besançon, du 93, de la Plaine des Vosges, Lorraine, territoire tombé dans une députation RN cet été. Donc c'est vraiment d'actualité. Du Puy-de-Dôme aussi. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui rejoignent. Pour celles et ceux qui ont rejoint, du coup, on bascule dans la deuxième partie du webinaire, la partie comment on s'outille pour résister. Et donc, on va redonner la parole à la Lab. Graziella, Fatima, vous nous avez parlé de la situation en France, de l'appareil politique médiatique qui pousse l'islamophobie à plein, et notamment en lien avec les questions de sexisme, et à quel point c'est un combo souvent très fort dans les discours médiatiques et politiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des outils que vous mettez en place pour tenter de résister justement à cette violence et des façons que vous avez de riposter? Oui, ouais, du coup, je reprends la balle dans la continuité de ce que Graziella avait déjà commencé à dire tout à l'heure. Du coup, rebonsoir à tout le monde. Je suis Fatima Bent, bénévole chez la Lab depuis 8 ans. Nous, comment on s'organise chez la Lab? Alors, c'est une très grande question parce qu'en 8 années, il y a énormément d'initiatives qu'on met en place et sur lesquelles on a eu des victoires, sur lesquelles on a réussi à créer de la synergie avec d'autres organisations et au niveau français, européen, international, que je vais vous énumérer là dans quelques minutes. Pour commencer, nous, chez la Lab, Graziella l'avait plus ou moins dit tout à l'heure, on s'est constitué en 3 pôles, en 3 axes d'organisation. La question de l'islamophobie, du racisme et du sexisme, quand on est une femme musulmane en France, quand on est une femme non blanche en France, elle est complexe. C'est des réalités qui puisent dans des traumatismes, qui puisent dans des histoires familiales, dans des histoires personnelles qui sont très dures. Du coup, nous, on accueille des personnes dans notre collectif qui font face à des discriminations et des violences systémiques, familiales, personnelles, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et on fait face à des individus qui sont complètement à l'intersection de multiples oppressions, et notamment l'islamophobie, le racisme et le sexisme. Le premier pôle chez la Lab qu'on a développé, aux côtés de femmes musulmanes enfin, avec les femmes musulmanes et aux côtés de femmes alliées également, c'est un pôle de solidarité. On le sait depuis des années, et parce que c'est notre histoire aussi, l'histoire française et l'histoire de nos aïeux sur la colonisation, les solidarités sont brisées.
il y a un vrai projet de destruction des solidarités, que ce soit avec la xénophobie, avec le fascisme, avec le Front National ou même avec des personnalités de la gauche aussi, républicaines, qui ont participé à massacrer vraiment la dignité et les solidarités entre les femmes et entre les femmes musulmanes notamment. Du coup, il y a vraiment cette notion de créer, de renouer des liens de solidarité, euh, parce qu'on a besoin de se retrouver dans des espaces de soins, dans des espaces où on s'apporte aussi du soutien, des espaces où on se parle sans jugement, où on peut venir déposer une parole et avoir face à nous une écoute bienveillante, ou en tout cas une libération de l'écoute et de la parole qui soit digne et audible pour les personnes concernées. Donc nous, c'était vraiment important de créer cet espace-là de solidarité et je vais citer notamment la définition de Juliette Rousseau dans son livre Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, qui dit que lorsque des individus se saisissent de leur pouvoir d'eux et s'organisent collectivement, elles et ils peuvent créer du pouvoir collectif que l'on pourra aussi appeler solidarité. Donc c'est la capacité de se soutenir mutuellement qui a moins à voir avec l'amour que l'on se porte qu'avec des objectifs et des valeurs communes qu'on partage. Donc, merci Juliette pour cette belle définition que je cite parce que elle est vraiment, c'est vraiment l'essence aussi de la LAB, c'est que notre solidarité, c'est le moteur de notre action. Parce que pour se maintenir, du coup, les systèmes d'oppression, ils ont besoin de dissocier les opprimés entre eux, individuellement comme collectivement, de leur pouvoir d'agir. Donc voilà, donc vraiment cette notion de solidarité, c'est pas juste créer des espaces de solidarité et de soins pour se parler comme on le fait avec la LAB, avec des groupes de parole qu'on met en place sur des sujets divers et variés, sur des discriminations à l'emploi, sur de la santé mentale, qui est un sujet vraiment primordial et qui est au cœur de la lutte chez la LAB depuis 8 ans, sur des questions d'islamophobie, de violences gynécologiques, de violences conjugales, c'est pas juste des groupes de parole, c'est vraiment se saisir de notre pouvoir d'agir et de notre pouvoir collectif pour justement pouvoir créer cette solidarité commune sur des valeurs communes et partir à l'action et justement changer le paradigme de lutte contre les discriminations en centrant nos voix et nos réalités vraiment au cœur de ce système-là. Du coup, il y a les groupes de parole qu'on organise concrètement, qui sont faits chez la Lab, notamment des groupes de parole pour justement accueillir nos bénévoles dans des espaces où elles peuvent libérer une parole, où elles peuvent être écoutées, où elles peuvent être soutenues, où elles peuvent discuter de leur réalité sans peur d'être jugées, discriminées, violentées. C'est vraiment une communauté de femmes musulmanes qui peuvent prendre la parole sans crainte, sortir de l'isolement. Parce qu'on sait du coup que si les solidarités sont brisées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace de solidarité, c'est qu'on est isolé, c'est qu'on est coupé, c'est qu'on est vraiment rejeté, marginalisé. Donc cet espace-là, ça crée du soutien, de l'entraide pour gagner justement en puissance, s'inspirer les unes les autres et se retrouver autour de réalités partagées, mais aussi de passer de pardon, j'ai entendu un cri, de passer de cette peur à l'action, de passer, de transformer la peur et le doute à l'action, justement sur la base de nos récits communs. Donc, avec le groupe de parole, il y a aussi je parlais tout à l'heure des violences gynécologiques et médicales, et d'ailleurs, j'en profite pour dire on a annoncé avec le défenseur des droits un questionnaire qu'on appelle à témoignage sur les discriminations liées aux violences médicales qui est sur notre Instagram Asolalab, que je vous invite à partager et à répondre si vous êtes concerné. Donc, sur ces questions-là de violences médicales, il y a aussi une team soutien, donc une équipe qui est dédiée notamment à mettre en place des listes de praticiens et praticiennes safe, c'est-à-dire qui sont sécurisants, où l'on peut aller sans vivre des violences médicales euh, sur nos corps, comme beaucoup trop l'ont subi. Donc vraiment, il y a vraiment cette question de créer des espaces aussi, de créer de la solidarité en partageant des ressources médicales et des praticiens et des praticiennes safe qui sont des alliés, et c'est aussi des avocats, des avocates, enfin vraiment des professionnels de santé, des professionnels qui peuvent nous outiller, nous accompagner en tant que femmes musulmanes sur des sujets qu'on traverse aussi. Cette communauté, c'est aussi des week-ends d'intégration de bénévoles ou c'est pas juste des week-ends d'intégration, c'est vraiment des week-ends de formation politique. Ce sont des week-ends où très
c'est une fois par an, on le reçoit des experts et des expertes de la lutte contre l'islamophobie, comme Hanan Karimi, comme Marwan Mohamed, qu'on a déjà reçu, comme Fatima Remilat, des gens qui viennent nous outiller politiquement sur la question de l'islamophobie, parce que quand on crée une communauté de solidarité, il faut aussi créer une communauté de savoir, une communauté de solidarité basée sur vraiment une connaissance du système politique dans lequel on vit en France et d'outiller les femmes musulmanes sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un peu la partie solidarité qu'on met en place. Donc nous outiller politiquement, créer du lien, s'inspirer les unes les autres pour justement créer cette solidarité, ce pouvoir collectif qui va nous permettre de gagner en victoire, de nous organiser collectivement et d'aller décrocher ces victoires systémiques qu'on- euh, qui est un peu ma spécialité, c'est un peu la question de la narration, donc des savoirs et notamment de la communauté de savoirs et d'expression qu'on met en place chez la Lab. On a un magazine en ligne, lala.org, dans lequel en fait on diffuse nos histoires, nos récits, nos vécus. On centre nos voix sur des sujets qui nous concernent, sur la question de l'invisibilisation et des discours xénophobes. Il y a eu toute cette rhétorique et tout ce narratif déshumanisant, sexiste et raciste à l'endroit des femmes musulmanes, tout en créant en parallèle une narration complètement insuffisante, voire inexistante, qui parle du point de vue des personnes concernées. Donc nous, chez la Lab, il y a aussi cette volonté de créer un discours politique, de créer des narrations et des savoirs incarnés par nos vécus. Donc ça passe par un magazine en ligne sur lequel on partage nos histoires, on partage nos réflexions, nos tribunes, nos points de vue, notre agenda politique et médiatique. Donc, ce sont des discours où féminisme et antiracisme sont reliés et on refuse à la fois d'être exclu du monde féministe qui a constamment invisibilisé les femmes musulmanes de son narratif, notamment celles qui portent le foulard, et en même temps de poser un narratif antiraciste à partir de nos réalités en tant que femmes musulmanes. Donc, c'est vraiment des narrations par lesquelles on prend du pouvoir, par lesquelles il est important de passer pour justement créer un narratif solide, un narratif existant sur nos sujets à partir de notre spectre politique antiraciste et féministe. Donc, pardon, je me perds un peu dans mes notes. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment ces questions-là de narration qui s'inscrivent aussi dans un élan de résistance féministe qui a déjà été créé avant nous. Je pense à des femmes comme Hanan Karimi, Fatira Ajbli, des féministes comme Fatima Mernissi, Asma Lamrabet, qui sont des féministes musulmanes, qui sont des femmes qui ont créé, qui ont contribué à la pensée féministe, à créer une narration profondément incarnée par les vécus des femmes musulmanes sous un prisme féministe et qui sont pour nous des personnes en fait. Enfin, c'est vraiment dans ce sillon-là narratif dans lequel on s'inscrit aussi chez la LAP. En termes de narration, il y a aussi le festival qu'on organise une fois par an. Le prochain aura lieu, je crois, premier week-end de juin, qui est aussi un espace où on invite des personnalités pour justement célébrer nos réalités, nos vécus, célébrer aussi nos héritages. Il y a aussi cette notion vraiment d'être sur quand on sait le constat dans lequel on vit aujourd'hui, c'est aussi de, comme je vous disais tout à l'heure, passer de la peur à l'action, de passer de la peur à l'espoir. Donc en fait, d'instiller aussi de la résistance et de la beauté et de la justice transformative et des savoirs euh, qui sont incarnés en fait par nos valeurs spirituelles en tant que femmes musulmanes, par des valeurs familiales, par des valeurs de justice sociale. Donc le festival, par exemple, c'est un espace aussi de narration puissant. Il y a aussi le Muslim Women's Day qui s'inscrit le 27 mars dans la continuité du 8 mars, dans lequel en fait on partage constamment des témoignages de femmes musulmanes sur une thématique particulière, par exemple sur les 15 ans de la loi de 2004, sur la santé mentale, sur l'éducation quand on est une femme musulmane, sur les discriminations à l'emploi et sur récemment les violences intracommunautaires, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles qu'on vit en tant que femme musulmane au sein de la communauté musulmane et qui est aussi un sujet sur lequel on se positionne beaucoup chez la Lab parce que, pour reprendre une phrase d'Audre Lorde, notre silence ne nous sauvera pas. C'est important pour nous de parler des questions d'antiracisme et de parler aussi des questions de violence qu'on subit aussi dans notre communauté de façon symétrique et égale, sans qu'il y ait d'instrumentalisation islamophobe de nos propos. Euh, donc voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on fait sur un plan narratif. Et puis il y a aussi de la construction de pouvoir. Donc sur la question de la lutte contre l'extrême droite, nous on agit à un niveau systémique et institutionnel pour faire entendre nos voix dans des espaces auxquels on n'a pas accès, pour remettre en question et nous libérer des différents rapports structurels d'oppression.
et de faire en sorte de faire évoluer le cadre législatif français. De manière pratico-pratique, on a par exemple à Ivry-sur-Seine un partenariat avec la ville pour mettre en place nos programmes d'éducation populaire qui sont des programmes pouvoir. Donc les programmes pouvoir, ce sont des programmes qu'on a imaginés sans infantilisation, sans paternalisme, sans instrumentalisation, autour de deux thématiques qui sont travail et éducation, santé, sexualité. Parce qu'on s'est rendu compte chez la Lab depuis les 5 ans, enfin là, ça fait 8 ans, mais à l'époque on les a lancés, c'était il y a 3 ans, que ces questions-là d'éducation et de travail et de santé, sexualité, ce sont des sujets sur lesquels nous, les femmes musulmanes, sommes complètement infantilisées, sommes dépourvues de notre capacité d'agir, sommes complètement reléguées, marginalisées, discriminées. Donc, ce sont les deux axes sur lesquels on a décidé de créer des programmes d'éducation populaire qui s'appellent Pouvoir. Donc, c'est des parcours de 10 mois qui sont destinés aux femmes qui vivent des discriminations croisées, donc qui sont créés pour nous aider à retrouver du pouvoir d'agir sur notre destin, à nous sentir plus fortes, confiantes, solidaires et outillées face à des situations de discrimination. Et depuis 2 3 ans, nous, on met en place ces programmes en partenariat du coup, avec la ville d'Ivry-sur-Seine, à la maison de quartier du Puy-Ivry. Et les participantes de ces programmes-là, elles se rencontrent un samedi par mois et elles s'organisent et se forment sur des thématiques comme les sources et les mécanismes d'oppression systémique au travail, mes droits et mes devoirs dans le monde professionnel, harcèlement moral et sexuel dans le monde du travail, comment gérer des agressions verbales islamophobes sur le lieu du travail, la charge mentale et raciale au travail, la laïcité au milieu professionnel. Donc, c'est vraiment des thématiques très fortes sur lesquelles on outille des femmes musulmanes pendant 10 mois pour justement leur donner des outils et des ressources nécessaires pour qu'elles puissent faire face, elles, à la violence qu'elles subissent dans leur vie de tous les jours sur ces sujets-là. Il faut savoir que la lutte contre l'extrême droite, nous, chez l'Alab, il y a aussi vraiment cet investissement au niveau local, proche de nos gens, proche de nos membres, pour justement outiller déjà notre base et les femmes qui nous suivent et qui nous soutiennent et qui s'inscrivent à ces programmes-là avec des éléments tangibles et vraiment des éléments qui peuvent changer leur destin et qui peuvent leur permettre d'ouvrir des portes et de lutter à leur échelle contre les discriminations qu'elles subissent. Du coup, ces ateliers-là, ils sont animés par des intervenantes expertes, des juristes, des consultantes, des militantes, et chaque participante est accompagnée par une marraine, voilà, elles sont aussi accompagnées pour apporter un soutien professionnel, émotionnel, et voilà. Euh, et en termes de chiffres, la dernière promotion, pardon, 90% des participantes disent que le programme leur a permis d'augmenter leur niveau de connaissance et de confiance en elles. 58% ont pu renforcer leur capacité, leur pouvoir d'agir face à des situations discriminantes. Et 74% disent maintenant maîtriser le cadre juridique de la laïcité et la gestion du fait religieux en entreprise pour défendre leurs droits. Donc ça, c'est tout de même assez conséquent comme impact local qu'on met en place chez la Lab et qu'on crée. Il y a aussi toute une dimension de justice, de pouvoir collectif, et notamment notre organisation politique, elle repose aussi beaucoup chez la Lab sur une stratégie de community organizing qui nous avait été transmise par le Next Level et par Organisez-vous il y a quelques années de ça. Donc, c'est des techniques d'organisation qui consistent à nous organiser en tant que première et premiers concernés ici notamment nous les femmes musulmanes, et de transformer nos ressources en pouvoir collectif afin d'apporter des véritables changements en termes de justice sociale. Et depuis 3 ans, chez la Lab, on s'organise sur deux axes qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, les violences intracommunautaires et les discriminations au travail. Donc ça, ce sont les deux axes d'organisation collective qui sont des moyens aussi de créer du pouvoir et de gagner en pouvoir politique à notre échelle locale chez la Lab. Il y a aussi un soutien au niveau européen. On est aussi très soutenu par l'ENAR. C'est le réseau de lutte contre le European Network Against Racism. Je ne l'ai pas en français, je suis désolée. Donc l'ENAR au niveau européen. Donc, il y a la Commission européenne aussi, avec lesquelles on est aussi beaucoup en partenariat, le défenseur des droits aussi au niveau français qui nous accompagne aussi, avec lequel on travaille. Il y a aussi toute une solidarité inter-organisation, notamment je pense à Féministes contre le cyberharcèlement, Tangle Sœurs et Noir, toutes ces organisations aussi qui sont sur des questions de justice sociale, de dignité, avec lesquelles on collabore sur des questions de santé mentale ou de santé plus largement. Et pour rappel, il y a 5 ans, la Lab en 2017, enfin ça fait déjà 7 ans aujourd'hui, on a subi une vague de cyberharcèlement sur Twitter par l'extrême droite, parce qu'on a ouvert des postes en service civique, et puis les fachos ont décidé de nous saboter et d'appeler à boycotter la Lab parce qu'on serait proche des frères musulmans.
On les connaît vraiment pas du tout, ces gens-là, on ne sait même pas qui ils sont. Et il y a eu un cyberharcèlement il y a 5 ans. Et ce qui s'est passé, ce qui nous a vraiment permis de faire face à l'extrême droite, à la violence xénophobe et fasciste à ce moment-là, c'était la solidarité des associations qui ont rédigé une tribune qui a été publiée sur Libération. Vous pouvez la retrouver en tapant cyberharcèlement la lab Libération. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu que créer des solidarités interorgas, c'est aussi des moyens de lutte et de résistance massive contre le fascisme et l'extrême droite. C'est vraiment en créant des alliances interorganisations et ces événements-là comme cela, et merci encore Ashraf et Juliette pour l'avoir organisé, c'est vraiment ces moments-là où on se soutient, on vit les mêmes réalités, mais sous des prismes différents et des identités différentes, que nos solidarités, en fait, sont sacrées et sont vraiment nécessaires pour justement nous aider à faire face collectivement au marasme politique et au fascisme d'État qui pèse sur nos vies et sur nos dignités. Nous, chez la Lab, il y a vraiment la question de la dissolution qui nous pèse aussi beaucoup, qui est là. Le CCIF a été dissous il y a 3 ans, 4 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a vraiment cette menace de taire les voix qui luttent contre l'islamophobie, de taire les voix d'auto-organisation, de toute forme d'organisation collective qui dénonce la criminalisation de l'État sur des questions d'islamophobie, qui criminalise une partie de sa population pour des choix vestimentaires ou autres. Donc voilà, donc c'est vraiment cette solidarité interorga qui nous permet de nous maintenir aussi dans le paysage politique et médiatique. C'est aussi des soutiens au niveau européen avec l'ENAR notamment, le Défenseur des droits, avec la Commission européenne. C'est des solidarités internationales avec, je pense à Muslim Girl, qui est l'équivalent du magazine La Lab aux États-Unis. C'est aussi créer ces connexions-là dans d'autres pays avec d'autres acteurs de terrain qui peuvent nous permettre justement de construire une force collective nationale, européenne et transnationale. Voilà, donc si vous deviez retenir une seule idée de mon intervention, c'est que vraiment l'organisation collective, c'est ça qui va nous permettre de gagner des victoires et de lutter contre le fascisme et contre l'extrême droite et de mettre vraiment de la résistance et de la révolution dans nos collectifs et entre nous. Et je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Merci. Donc, je rappelle, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit jusque-là, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a des petits complices qui vont les relever pour qu'on puisse proposer un temps pour y répondre à la fin. Du coup, je me tourne virtuellement vers A4. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu, vous avez exposé la situation à la fois des violences à différents niveaux, des problématiques rencontrées à différents niveaux, à la fois dans les ruralités. Peut-être on peut rappeler, vous en avez parlé tout à l'heure, que pendant la période législative, vous avez subi une attaque sur un de vos lieux à Lannion, qui me semble a été répétée d'ailleurs de la part de l'extrême droite. Donc des violences à la fois sur les territoires où vous vous implantez, des difficultés structurelles dans les parcours d'installation, mais aussi, comme tu le rappelais Idriss, des violences et des difficultés dans les fonctionnements même militants qui n'envisagent pas la possibilité de faire ensemble et qui restent dans des logiques paternalistes et de marginalisation. L'idée là, du coup, encore une fois, c'était de vous proposer de revenir là-dessus et peut-être en essayant d'aller vous nous avez donné des exemples et peut-être dans le concret de comment est-ce que vous y répondez sur à la fois ces différents niveaux. Alors, je sais que c'est beaucoup et qu'on a peu de temps, mais si vous pouvez au moins nous livrer un petit peu où est-ce que vous en êtes dans les réflexions et dans le développement de pratiques qui permettent de répondre à ces différentes problématiques au niveau où elles interviennent. Là, déjà, c'est que, en fait, vraiment, c'est pas facile, mais on est en train de mettre en place des formations sur les oppressions systémiques, parce qu'on se trouvait qu'en fait, même avec les personnes blanches qu'on travaille avec eux, il y a plein de productions des racistes intégrés, des histoires, quoi, que on se trouve, en fait, il n'y a pas de la place pour les personnes, en plus aussi pour les personnes étrangères, et même avec tout ce que c'était avec les privilégiés des personnes blanches, avec tout ce qu'il y a, en fait, ça fait toujours qu'en fait, les personnes étrangères n'arrivent pas à trouver leur place parce que déjà, c'était des constructions qui s'étaient faites depuis des années avec toutes les associations NGO, avec la colonisation.
et tout qui fait qu'en fait, les personnes, quand elles arrivent, en fait, il n'a pas confiance en lui. Parce que déjà, on ne reconnaît pas qu'en fait, cette personne, il a de savoir-faire. Et en fait, même quand la personne elle arrive avec toutes l'éducation qu'il a fait, qu'ils arrivent ici, en fait, c'est pas reconnu. Du coup, c'est le travail qu'on est en train de mettre en place comme des formations, des opérations systémiques qu'on a commencé. Euh, mais bon, on a commencé, on a fait 2 formations. Mais aussi, il y a encore plein de formations à faire pour plusieurs personnes parce qu'on n'avait pas couvert tout. Et on couvre partout, il y a plein de travail. Et est-ce que vous allez prendre un peu, Habib, Tariq, Vincent, vous êtes ça? Habib, tu veux continuer? Laisse la parole à toi, Vanessa, vas-y. On se complète alors. Je pense que c'est très bien dit ce que disait Idriss. Je pense qu'il y a tout un enjeu sur la question du savoir notamment, mais de reconnaître aussi le savoir dans les autres et que ça peut être aussi un élément puissant et qui peut circuler. Et qui peut être même un vecteur d'émancipation quand on se reconnaît sachant. Mais encore faut-il qu'on se reconnaisse les uns les autres comme sujet de savoir. Et je pense que c'est la posture qu'on a dans l'association depuis le début, notamment avec les voyages enquête, en disant que quelles que soient ses compréhensions du français et quelles que soient les compréhensions de la réalité administrative française, euh, en allant rencontrer le milieu paysan français, on a des choses à s'apprendre les uns des autres et qu'on peut construire les uns des autres à partir des difficultés respectives que les uns les autres ont. Ça, c'est aussi un élément fort parce que c'est donner une place réelle à tout le monde en se disant que c'est ensemble qu'on construit en fait le crash environnemental pris par notamment tout un pan de l'agriculture et de l'agro-industrie surtout, et aussi de l'arrivée aussi puissante de la coordination rurale, qui est du coup un syndicat qui, pour information, pendant l'entre-deux tours, l'un de ses porte-parole avait dit qu'il pouvait être ministre de l'Agriculture du Rassemblement national. Donc ça veut dire aussi que il y a, comment dire, de leur part une volonté de peser dans la balance et en ruralité. Et surtout que voilà, c'est une porte aussi d'entrée pour le Front National, enfin du Rassemblement national, ce à quoi c'est important en fait de mettre en place, voilà, à la fois de se reconnaître comme sachant et à la fois aussi, c'est pas n'importe quoi et enfin, c'est pas un geste anodin que de penser la question de l'enquête et d'aller rencontrer ce milieu rural, ce qui ne se fait pas souvent. C'est plutôt l'inverse qu'on aurait pu penser initialement en France. Mais bon, l'idée là, c'est un peu de renverser un peu les récits. Et de ça a découlé beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est aussi des formes d'apprentissage sur le terrain et aussi de compréhension beaucoup plus fine, à la fois de qu'est-ce que traverse le monde agricole et aussi artisanal, mais aussi d'une réalité agricole que peu de connaissent, parce qu'en fait, c'est aussi que la première ligne de l'agriculture française est quand même composée en majorité d'étrangers. Euh, on a vu beaucoup de manifestations d'agriculteurs, mais sauf que les ouvriers et ouvrières agricoles ne sont pas français, et voire ne sont extra-européens. Et qu'il est important aussi, du coup, que c'est en découlé aussi du travail qu'on a mené par la suite, qui était de réfléchir à monter une enquête, enfin, on a monté une enquête, pardon, sur les questions des conditions de travail des ouvriers agricoles, notamment en Bretagne, et que et dans ce moment-là, ce qu'on a vu aussi et qui était hyper intéressant, c'est l'apprentissage par les pairs et que finalement aussi la déconstruction qu'on a autour de la figure du patron, euh, qui euh, qui est vénéré et où pour le coup sa parole compte comme parole d'évangile quoi. Et qu'on est ressorti aussi, un élément important, c'est qu'il y avait un cadre de syndicalisation à faire. Parce qu'en fait, finalement, quand les gens connaissent leurs droits, ou en tout cas même eux ont des connaissances de leurs droits, même éparses, en fait, ça peut être aussi un élément sur lequel provoquer de la syndicalisation en dehors des syndicats. Et c'est sûr que ce qui est aussi remonté, mais ça aussi, enfin, Idriss ou Habib, vous pourrez rajouter des choses, c'est aussi que ce qui manque et ce qui est nécessaire, que ce soit par les voyages enquêtes ou les enquêtes sur les conditions de travail des ouvriers agricoles, c'est qu'il faut casser les logiques en silo. C'est que finalement, sur un territoire, comment ça se fait que
les organisations paysannes et les syndicats ne travaillent pas de pair, surtout quand il s'agit d'entreprises ou de structures qui font de la traite d'êtres humains. Euh, Comment on fait pour que, il y ait des réelles solidarités concrètes à l'échelle des territoires? Et ben, ça passe aussi par des rencontres et aussi, c'est pas de dire qu'en fait on fait mieux que les autres, c'est de dire que chacun dans son coin font des choses et que c'est aussi par l'objet de l'enquête et par l'objet de la rencontre qu'en fait il y a aussi des choses qui peuvent créer de la circulation et du dynamisme sur le territoire, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs à Bib et Idriss. C'est vrai. C'est vrai. Habib, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Idriss aussi? Merci beaucoup déjà pour tout ce qui a été partagé. Je pense que c'était vraiment aussi important. Tariq, tu mentionnais les mobilisations agricoles qui reprennent en plus en ce moment. Oui. Et de mentionner justement à quel point il y a toute une première ligne qu'on ne voit pas, qui n'est pas inclus dans ces luttes et avec la prise en ce moment en coordination rurale, qui est un peu un bras prolongé de l'extrême droite dans cet écosystème-là. C'est aussi super important à rappeler dans ce contexte. On n'aborde souvent pas assez ces mobilisations-là, alors qu'elles sont très structurantes, quoi. Et peut-être de rajouter rapidement Vraiment, que vas-y. sur le premier voyage enquête, on a produit un documentaire, mais qui avait surtout comme pour objectif de montrer à tout un tas de personnes en ville et en grande précarité oui, en fait, c'est possible de rencontrer le milieu rural, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on le pense, parce qu'il y a des gens avec qui on peut discuter, et que depuis 2015 et avec le démantèlement de la jungle de Calais, en fait, il y a beaucoup de centres de demandeurs d'asile dans ces territoires-là. Donc, des gens, en fait, qui ont des parcours similaires et qui en fait sont pas au courant aussi de ce qui se trame et aussi des difficultés. Enfin voilà, et qu'il y a un enjeu à créer de la rencontre aussi à cet endroit-là et que c'est aussi là et le rôle aussi de l'association c'est aussi enfin parce que on l'a pas dit mais depuis le début de l'association et notamment dans les premiers voyages d'enquête on a pu euh, faire la rencontre de Raphaël Griset et notamment de son documentaire qu'il a monté avec, enfin, dont la partie majeure revient à Bouba Touré, qui s'appelle Les Voies croisées, qui est un documentaire assez formidable qui raconte l'histoire de lutte de l'immigration et aussi du lien avec le monde agricole. Et pour le coup, de voir que oui, il y a Carrefour et qu'il y a aussi des histoires de lutte dans lesquelles nous aussi, on doit se réapproprier pour dire que la réalité actuelle que beaucoup traversent, ben en fait, d'autres l'ont traversé, d'autres ont mis en place des outils politiques assez forts et assez puissants. Et on voit qu'en fait, ce qui fait la puissance, et à plein d'endroits, c'est l'alliance entre différentes catégories sociales, entre différentes luttes. Et c'est de là aussi où on peut en fait dépasser aussi le contexte de répression connu. Parce que pour information aussi, c'est pas pour rien aussi que les serres à Lannion ont été attaquées, parce que c'était aussi un endroit de rencontre et de convergence, et notamment de soutien à Gaza, c'est pour ça que ça a été aussi ciblé. C'est que dans un contexte politique exécrable, notamment avec ce qui se passe en Palestine, de permettre du lien entre différentes organisations et de créer de la convergence, ça fait chier l'extrême droite. D'avoir un lieu radical politiquement qui permet de croiser des personnes et des mondes, ça fait chier l'extrême droite. Et donc d'avoir ces espaces-là, c'est hyper puissant. Et on l'a vu et on voit à quel point, en fait, dans un moment où parler de génocide et de Gaza, en fait, est quasiment impossible, d'avoir des espaces comme cela est très précieux. Et en fait, créer ce lien-là et créer de la mobilisation autour de ces thématiques-là internationales permet aussi de se reconnaître et finalement d'avancer ensemble. Ce que, en fait, l'extrême droite ne veut pas. Et, Complètement. et en plus, à Lannion, en plus, le fait d'avoir en fait les serres à Lannion et aussi quand on lance les enquêtes dans les milieux agricoles, en fait, il y a beaucoup des prestataires qui amènent les gens pour les faire embaucher ici. En fait, il y a des gens qui se trouvaient au bout d'un moment, il y a 2 ans, qui se trouvaient en fait dans les champs. Il y a pas le propriétaire. Donc, c'était des personnes qui n'ont pas de papier, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment faire même, parce qu'ils ont peur même, il ne faut pas aller porter la plante, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de papier. Du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs ici qui font embaucher plein de gens dans les serres de tomates, dans les champs, il y a Coco Pampoli, il y a plein d'histoires. Même moi, j'ai travaillé à un moment, c'était pas
c'était pas du tout de bonnes conditions. C'était vraiment des agriculteurs qui sont là pour exploiter que les personnes sans papier. Et la ville, elle connaît ça, en fait. Même l'Agnon, la ville, elle connaît ça. Et cette année, l'année dernière, ils ont mis un bus pour aller, pour aller travailler. Ils savent qu'en fait, il y a beaucoup de sans-papiers qui viennent, il y a beaucoup de sans-papiers qui sont à l'Agnon. Et il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour les faire embaucher. Du coup, même c'est cette période-là qu'en fait, la préfecture est dans l'autorisation à cette période-là que les personnes soient embauchées, déclarées dans les périodes, dans les saisons qui est entre juin et septembre. Et à partir de là, en fait, la personne, non, il n'a pas droit, il a droit qu'au pendant ces périodes-là. Et du coup, le fait d'avoir, en fait, il y a l'association qui est venue installer ici pour avoir à lutter contre l'exploitation et tout ça, qu'en fait, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Moi, quand on est arrivé au début de l'assaut, on a fait un chantier. Directement, il y a plein de gens qui m'accusaient comme, en fait, ils ont pris comme, c'est des migrants qui sont venus pour se venger contre les Français. Moi, c'est une phrase que j'ai entendu directement de bouche des gens qui me disent, en fait, ah ouais, du coup, c'est que vous faites, vous, c'est pour les, et c'est des migrants, du coup, c'est des étrangers qui viennent pour se venger contre les Français. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, ça peut pas. Parce qu'on a parlé aussi de la colonisation et blabla. Donc, voilà. Merci beaucoup, Idriss et toute l'équipe d'A4. Là, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés super concrètement pour toutes celles et ceux qui sont dans plein de territoires. J'allais le faire, mais merci beaucoup pour la personne qui a mis aussi le lien du documentaire qui a été produit par A4. Et je pense que ça aussi, c'est un outil super concret de documenter toutes les initiatives extraordinaires qui se passent sur le terrain parce que souvent, déjà, on manque d'espace pour se les partager. Et donc, quand c'est documenté, c'est encore plus puissant parce que ça peut inspirer plein d'autres camarades un peu partout en France. Donc, aussi une super bonne pratique. Merci beaucoup pour ce bel outil. On va passer du coup sur la partie outils aussi avec William, avec la NGVC. Vous utilisez beaucoup l'accompagnement, le conseil juridique aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous utilisez ça en levier pour résister vraiment? Comment est-ce que demain, des personnes atteintes dans leurs droits, leur dignité en milieu rural peuvent à leur tour aussi utiliser ces outils? Est-ce que tu peux nous dire plus concrètement comment ça fonctionne et à quel point ça peut être efficace quoi, quand on est atteint dans nos droits dans ces territoires-là? Bah, déjà, nous, on a une permanence juridique qui est quotidienne, donc tous les matins. Donc tout le monde peut nous appeler sur le numéro de téléphone de l'asso ou laisser un message pour être appelé. Et le numéro circule beaucoup, hein. L'année dernière, on a eu presque 3000 appels dans l'année. Là, je pense que cette année, on a encore explosé le nombre d'appels. C'est des dizaines de situations différentes, que ce soit en milieu rural ou pas. Là, ce matin, je me suis occupé de deux enfants à qui on refusait l'inscription à l'école. Il y a des expulsions quasi quotidiennes. Voilà. Bon. Donc, on fait face aux situations quand elles se présentent. C'est-à-dire qu'on a des méthodologies de recours, etc. On accompagne les familles toujours, hein. On ne fait pas la place des familles, c'est les familles qui font et nous, on est en arrière. On les met en lien avec des réseaux d'avocats s'il le faut. Parfois même, on les aide à écrire leurs recours, à faire leur courrier, etc., etc. Et puis, il y a aussi l'enjeu de se préparer en fait à toutes ces situations. Et donc là, on a un guide pratique sur notre site internet. On a 120 fiches en tout sur vraiment qui balaye toute la vie quotidienne du voyageur, on va dire, avec des méthodes de prévention face à l'expulsion, de prévention pour l'installation, de prévention face aux discriminations, face au discours, face à tout plein de choses. Notamment, voilà, il faut savoir que si vous vous retrouvez demain au tribunal pour une expulsion parce que vous êtes sur un stationnement illicite, le fait que vous ayez fait une demande de logement et que vous ayez un numéro d'enregistrement de votre demande de logement permettra de dire devant le juge que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour trouver une situation de logement et que ça ne marche pas. Voilà. C'est un petit tips qui est tout bête, mais qui sauve énormément de gens en fait dans les situations d'expulsion, par exemple. Donc ça, c'est des pratiques qu'on développe, voilà. Mais tout ça, c'est assez accessoire. Enfin, je dirais que voilà, c'est
c'est pas ce qui fait changer les choses de manière systémique. Voilà. Ce qui fait changer les choses de manière systémique, c'est vraiment, comme le disait Fatima Bent tout à l'heure de la Lab, la question de la solidarité. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que l'extrême droite, et en particularité dans la ruralité, a su se saisir et instrumentaliser aussi un certain nombre de populations. C'est le cas, par exemple, chez les voyageurs. Il y a des voyageurs qui votent extrême droite, qui l'assument. Et pourquoi? Parce que pendant les législatives, ça a été très criant. Les seuls qui allaient sur les aires d'accueil, les seuls candidats qui allaient sur les aires d'accueil, c'était les candidats d'extrême droite. Et en fait, ils draguent cet électorat-là. Ils draguent cet électorat. Alors, c'est pas un électorat énorme, mais ils les draguent parce que derrière, il y a aussi l'industrie des fêtes foraines, il y a aussi l'industrie du cirque, il y a aussi des puissances économiques qui pèsent, mine de rien, un poids dans le milieu économique. Et ça vient interroger du coup toute la place des voyageurs aussi dans la ruralité. En réalité, quand on pense les voyageurs tout le temps comme des gens qui envahissent les territoires, quand on regarde un petit peu à la loupe les parcours individuels des gens, bah, il y a des agriculteurs chez les voyageurs, il y a des ouvriers agricoles depuis des générations, ils font les vendanges, ils travaillent dans les ouvriers agricoles, il y a des vendeurs de fruits et légumes, il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs chez les voyageurs, mais en fait, toutes ces pratiques de la ruralité, en fait, elles existent chez les voyageurs et associations environnementales, voilà, qui a pu être travaillé. Et du coup, les écolos et voyageurs se sont mis ensemble, etc. Mais ça, on peut le faire, on peut le répliquer à d'autres initiatives. Il n'y a pas eu très longtemps, dans le 77, il y a eu une grosse expulsion de voyageurs à Nemours. Il y a eu tout de suite des solidarités qui se sont faites avec des syndicats d'enseignants, avec des partis politiques en local, avec des riverains, etc. Donc, il y a la possibilité de créer cette solidarité-là, en fait. Mais vraiment, je pense qu'un des enjeux majeurs, en tout cas pour les voyageurs, mais je pense que c'est pour beaucoup d'autres, c'est de travailler sur la question de la légitimité de la présence dans les territoires. Parce que ce soit les voyageurs, que ce soit les personnes exilées, que ce soit même les musulmans d'une certaine manière, que ce soit toutes les personnes en fait qui sont marginalisées entre guillemets, elles ont pour point commun d'être perçues comme des intruses dans un territoire, un espace commun en fait qui est pas fait pour eux. C'est un espace commun blanc et dans lequel ils rentrent. Voilà. Et cette présence en fait, elle est vraiment délégitimée constamment. Donc il y a vraiment, c'est là-dessus qu'on travaille aussi sur le droit en fait. C'est comment casser ces tentatives de délégitimisation par le droit en créant du contentieux stratégique, de la jurisprudence qui viendra bloquer certaines initiatives. Je vous donne deux exemples. Un qui peut paraître très anecdotique, mais par exemple, les voyageurs qui vivent dans leur terrain avec leur caravane sont quasiment tous en situation d'installation illicite, parce qu'en France, on ne peut pas le faire, c'est quasiment impossible. Du coup, quand on est en situation d'installation illicite, on est en situation délictuelle, et donc, si par exemple, on a un permis de port d'armes, par exemple, des voyageurs, prenons l'exemple de voyageurs qui sont des chasseurs, eh bien, le maire, pour se venger, va pouvoir les inscrire sur la liste des délinquants et de demander au préfet de leur annuler leur permis de port d'armes. Voilà. Ça, c'est une pratique, mais hyper courante dans la ruralité pour évincer les voyageurs de la légitimité en fait d'aller chasser sur les terres qui ne peuvent pas être les leurs. Voilà. Donc ça c'est typiquement une petite pratique qui peut paraître anecdotique, mais qui est hyper répandue. La pratique aussi pour éviter de prendre des enfants voyageurs à l'école. On met les terrains où on les met en situation d'expulsion et ensuite on se renvoie la balle entre mères pour pas les prendre. Ensuite, on met la pression sur les gens en leur disant si vous commencez à protester contre ça, on vous envoie les forces armées pour vous faire expulser. Et donc, au final, on a plein d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que les gens savent que s'ils protestent, ils sont en situation de faiblesse. Ils peuvent se faire expulser parce qu'ils protestent pour l'accès à l'école. Voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'il faut sortir de l'ombre et qu'il faut travailler en intersectionnalité déjà, et travailler aussi avec des collectifs autres que des collectifs voyageurs. Voilà. Et surtout, et là où je rejoins Fatima Ben tout à l'heure qui parlait de cette tentative de l'extrême droite de briser les solidarités, euh, le fait que le RN s'adresse aux voyageurs et que ce soit un des seuls partis en France à le faire, je le déplore parce que la gauche a littéralement abandonné ces populations-là. Le fait que le RN le fasse, en fait, et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, a fait monter une espèce
ça se cumule en fait avec cette mise en compétition permanente pour l'accès au territoire des voyageurs, qui fait que il y a plus de solidarité souvent entre voyageurs parce que on convoite la place de l'autre. Voilà. Et donc, on regarde le voisin en chien de faïence, on regarde le musulman en chien de faïence, et finalement, on devient soi-même quelque part, alors on fait partie de familles historiquement victimes de racisme, et on devient aussi soi-même producteur de racisme. Voilà. Donc, c'est des enjeux vraiment qui sont très multifactoriels. Et donc, les terrains de lutte, ils sont très variés. Et l'usage du droit, en fait, il peut venir vraiment répondre à plusieurs stratégies. Mais toujours, je pense que toujours l'usage du droit doit être fait sur un socle de construction en commun, de solidarité. Et donc, on ne peut pas intenter une action seule, en fait. Il faut toujours qu'il y ait des soutiens et il faut chercher, en fait, les points d'achoppement qui font que les solidarités se créent. Voilà. La question environnementale, par exemple, c'en est une. Comment on a fait sortir le voyageur de sa position d'être un pollueur, d'être un intrus, et d'un coup, c'est devenu un acteur de la lutte environnementale lorsqu'on a commencé à parler des pollutions sur les aires d'accueil. Voilà. C'était une des manières de faire. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà. Merci beaucoup, William. On vous proposera un dernier tout petit tour de parole très rapide, justement, sur un petit peu des éléments concrets. Donc, on reviendra, mais sur voilà, des petites recommandations de votre part et comment vous soutenir. Voilà, histoire que vous sachiez tous que vous avez encore une petite prise de parole si vous avez toujours des choses à dire. Laetitia, on voulait te... Bon, et tu parles à Laetitia? Ouais. On voulait savoir un petit peu dans Action commune, comment vous mettez ces questions-là au travail? Est-ce qu'il y a des espaces de formation? Comment vous discutez de vos leviers d'action, etc., à partir des espaces qui sont les vôtres? Et on avait une question un petit peu précise aussi sur... on sait en gros que l'extrême droite, je lis parce qu'elle n'est pas de moi la question, on sait que l'extrême droite et le plan de Pierre-Édouard Stérin visent particulièrement à faire basculer des centaines de communes à l'extrême droite en 2026. Est-ce que c'est une discussion que vous avez? Et comment est-ce que tu penses qu'on peut agir pour empêcher ça? Eh ben, en prenant les mairies, parce qu'elles sont là, elles sont accessibles. Les prochaines élections, c'est en 2026, effectivement. Pierre-Édouard Stérin et autres, Bolloré compatibles, l'ont parfaitement compris. Et donc, du coup, c'est bien sur les territoires. Nous, on pense en tout cas que c'est bien sur les territoires qu'on pourra faire la différence. Pour le coup, clairement, au sein d'Action Commune, c'est comme ça qu'on pense les choses. C'est-à-dire, on souhaite vraiment on souhaite outiller les personnes qui ont envie de faire collectif pour justement prendre les mairies. Donc, on a créé récemment un guide, La mairie est à vous, qui donne des fiches très pratico-pratiques pour monter un collectif, pour envisager les élections, pour préparer une élection sans candidat, etc. Donc moi, je vous invite vraiment vers le site internet à aller vous renseigner. Ces fiches, elles sont en accès libre. Le guide est accessible aussi sous son format livre. Dans ce guide, il y a une boussole qui permet aussi de se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une liste, qu'est-ce que c'est qu'un collectif participatif, justement, où est-ce qu'on en est du partage du pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire le partage du pouvoir, et qu'est-ce que ça veut dire le partage du pouvoir dans un espace qui est une mairie, c'est-à-dire qui est extrêmement pyramidale, avec un maire qui est l'espèce d'être tout puissant, qui sait tout, qui voit tout, et qui est salué bien bas dès qu'il arrive quelque part. Comment est-ce qu'on fait pour casser ça aussi, pour casser cette représentation du maire, alors du maire qui est un mâle blanc cis hétéro, hein, de plus de de plus de 60 ans. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais vous êtes super jeune pour être maire. C'est dire à quel point, c'est frappant, a priori. Donc, il faut s'outiller pour ça. Le réseau, en tout cas, essaye d'outiller pour justement aller prendre les mairies. Moi, ce que j'ai aussi envie qu'on travaille au sein du réseau. Alors, on a commencé à le faire, mais on est encore un réseau jeune et on va avoir besoin des uns et des autres pour travailler là-dessus. C'est justement toute la question de la légitimation.
comment est-ce qu'on fait pour se sentir légitime de prendre les mairies? Parce que, je sais que du côté de Terre de Lutte, enfin, du côté des luttes locales en tout cas, il y a beaucoup cette idée de, mais de toute façon, on s'en fiche de prendre les mairies parce que c'est plutôt les ennemis, les mairies, c'est les collectivités, c'est la préfecture, c'est, bon. J'ai envie de dire que justement, plus on sera participatif et à se poser des questions sur justement qu'est-ce que c'est que le pouvoir, et plus justement les mairies ne seront plus ces espaces de participation en endroit, on va dire. Mais donc du coup, il y a vraiment une question qu'on est en train de se poser dans le réseau, et notamment on va faire la semaine prochaine un webinaire aussi, alors en lien avec Fréquence Commune, qui est la coopérative qui notamment forme nombre de nos collectifs sur les questions de participation. On fait un webinaire sur la féministisation de la politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va travailler sur la légitimité, alors, en l'occurrence des femmes, à prendre les mairies. J'ai envie de dire la légitimité des femmes, des personnes racisées, des minorités. Voilà, comment toutes ces personnes-là peuvent prendre en légitimité. Par exemple, c'est un truc alors, qu'on nous reproche et qu'on se reproche nous-mêmes. C'est qu'effectivement, quand on regarde la sociologie des personnes qui sont soit élues dans les communes, soit en train de monter des collectifs, etc., on a quand même assez peu de représentation, on a assez peu justement, on a des personnes blanches, on a beaucoup d'hommes. Pour le coup, dans les communes participatives, on a beaucoup de femmes aussi. Mais on a des personnes blanches, on a évidemment personne qui provient des gens du voyage, alors que par exemple sur ma commune, les gens du voyage qui sont sur ma commune, alors il y a des personnes sur des terrains privés, mais il y a aussi des personnes qui sont là depuis des générations et des générations, donc qui sont parfaitement des habitants de la crèche, hein, et qui donc du coup ont tout autant légitimité que moi à prendre la mairie, voire ils sont là depuis plus longtemps que moi d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour leur donner accès, leur dire, mais venez, en fait, ces espaces, ils sont là pour vous aussi. Voilà, nous, on en est à ce moment-là, à ce moment où on ne sait pas, et où on a tout à fait besoin, notamment des collectifs qui sont présents, mais des autres aussi, pour justement nous donner des clés de comment est-ce qu'on fait pour se mettre en recul et leur dire, allez-y, venez. La place, elle est à vous, la mairie est à vous. Alors, on vient de faire une grande campagne, justement, la mairie est à vous, et donc du coup une opération sous-titre comme on dit, et je vous conseille d'aller voir sur le site parce que c'est assez rigolo. En gros, c'est les futurs collectifs qui se mettent sous les panneaux de ville en disant Poitiers est à vous, la montagne est à vous, la crèche est à vous, etc. Voilà. Et ben là c'est vraiment le message, c'est à vous. Comment est-ce qu'on peut vous donner le moyen de vous prouver que c'est accessible pour vous, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour prendre une mairie, notamment parce que finalement, le rôle d'élu, c'est un rôle de non-sachant, c'est un rôle d'usager, c'est un rôle de représentant de la population. Et que ça, justement, pour représenter la population, il faut représenter la population. Et je suis désolée, mais moi, je ne représente pas toute la population. Et je ne la représenterai jamais. Il faut justement pas que ce soit mon cas. Aussi, il faut que les élus se renouvellent, et puis il faut prendre le pouvoir sur ces personnes qui accaparent le pouvoir pour des raisons très personnelles. Et on ne me fera pas croire enfin, ils sont partout, ils sont dans tous les territoires. Euh, il y a une question du statut de l'élu et de l'argent et des cumuls des mandats, etc. Ça, c'est une question qu'il faut vraiment aller se poser. Et sur comment est-ce qu'on fait pour justement n'être que de passage dans la vie politique, pour apporter sa pierre et pour apporter sa pierre pour la cause. Voilà, je me suis un peu égarée, je pense, mais voilà en tout cas ce que j'avais envie de dire. Euh, pour le coup, malgré tout, moi j'aimerais bien pouvoir parler aussi. Donc j'ai parlé de la légitimation, vraiment pour moi, comment est-ce qu'on se donne les uns les autres la légitimité? Pour moi, les communes, elles peuvent faire ça aussi, justement. Elles peuvent être des lieux de légitimité.
Et puis, il y a effectivement toutes les questions d'accès aux soins, d'accès aux écoles, c'est William qui en parlait là précédemment en disant pour les gens du voyage, c'est une vraie problématique, mais en réalité, pour toutes les populations discriminées, c'est une vraie problématique. Comment est-ce qu'on forme ces agents du service public à un accueil inconditionnel? Ça, pour moi, c'est une base dans une commune. Et puis, je suis complètement d'accord avec Fatima, avec ce qu'a pu dire Fatima tout à l'heure, sur le fait que les communes peuvent aussi être des espaces de soins du collectif, des espaces de soins du militant, mais aussi des espaces simplement de soins de la personne discriminée. C'est-à-dire quand on arrive dans une mairie et qu'on a à l'accueil quelqu'un qui est formé sur ces questions-là et qui sait immédiatement se mettre au service, et le service public, c'est ça, se mettre au service de la personne et entendre qu'elle a subi une discrimination et être capable d'aller chercher immédiatement le policier municipal pour qu'il l'entende et pour on est un espace de soins. Pour le coup, sur les femmes victimes de violences, on a des actions très concrètes, très faciles. Je suis sûre qu'on peut les démultiplier sur toutes ces thématiques-là. Voilà, je m'arrête là et je réponds aux questions s'il y a besoin. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce témoignage et ces outils aussi super concrets. On arrive dans la toute dernière partie du webinaire. On essaie de faire des webinaires efficaces qui tiennent dans un temps parce qu'on sait que tout le monde est un peu contraint. Donc, on a fait une première partie sur poser le constat, les conséquences très matérielles, très concrètes sur la vie des personnes qui sont notamment minorisées, etc. On vient de clôturer cette deuxième partie sur des outils concrets que chaque association vient porter. Et donc, on va un peu clôturer sur un dernier tour de questions, on va dire. Et je vais essayer un peu de poser quelques questions qui ont été posées notamment dans le chat. Et donc là, pour chaque association, si vous pouvez en choisir une dans celles que je vais citer, comme ça, vous pouvez répondre à l'une d'entre elles. Et en même temps, si vous pouvez donner le conseil, l'outil concret que vous voulez que les gens gardent de votre intervention pour l'appliquer ensuite sur leur territoire. Donc, les petites questions qui sont remontées dans le chat, j'en refais remonter certaines. Et désolé, on ne pourra pas toutes les prendre vu le timing, mais on essaie de faire au maximum. La première, en début d'intervention, sur qu'est-ce que la définition du séparatisme? Est-ce qu'on peut donner un peu plus de corps et de compréhension sur ces questions-là? La deuxième, il y avait un témoignage sur, à mon échelle, j'ai le sentiment d'être isolé sur mon territoire, qu'il n'y a pas d'association ou collectif comme les vôtres pour se rassembler et militer contre l'extrême droite. Comment les identifier s'ils existent et comment créer une dynamique avec les quelques individus alliés s'ils n'existent pas? Et ça, je pense que c'est une vraie bonne question aussi parce que c'est une réalité pour beaucoup de personnes non blanches, notamment dans les territoires ruraux. Donc, si jamais l'un ou l'une d'entre vous se sent de prendre cette question, je pense que c'est génial. Peut-être notamment une question pour Laetitia sur n'y a-t-il pas un risque que des gens d'extrême droite, tendance complotiste par exemple, forment des listes en apparence citoyenne? Donc voilà, c'est un peu les quelques questions. Si vous voulez en prendre certaines parmi celles-là et rappeler votre outil concret avec lequel vous voulez que les gens repartent ce soir pour clôturer ce beau webinaire. Qui souhaite commencer? Je vais peut-être commencer sur la question séparatisme, puisque c'est la première que tu as citée. Loi séparatisme, c'est vraiment le terme médiatique et politique qui a été utilisé pour désigner la loi qui, officiellement dans le texte, est appelée loi confortant les principes républicains. Et vraiment, cette rhétorique, elle consiste finalement à dire que les musulmans, et notamment dans le simple fait qu'ils pratiquent une religion, à partir du moment où il y a un espace de visibilité de cette pratique-là, on va supposer qu'ils le font pour se distinguer en fait et se séparer du reste de la population. Et alors quand je dis visibiliser, hein, notamment pour les personnes qui sont racisées, c'est en fait le simple fait d'être racisé, qu'on pratique, qu'on soit croyant ou croyante ou pas, on peut être, le simple fait d'exister dans l'espace public, être ramené à ça et à cette volonté de finalement fantasmer, de vouloir faire sécession par rapport au reste de la nation.
Et ce qui est vraiment en fait c'est un renversement de la logique de domination, puisque ce qu'on voit, c'est que les politiques publiques à l'égard des personnes musulmanes depuis 40 ans, et même si on remonte à la période coloniale depuis en fait 2 siècles, sont des politiques qui visent à exclure en fait les personnes musulmanes de l'espace public politique médiatique en France. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Je passe la balle à quelqu'un d'autre pour la suite. Peut-être je Merci peux compléter beaucoup. sur Vas-y, l'outil, Fatima. sur Ouais. la deuxième partie, sur c'est quoi, si on devait retenir une chose, un élément de notre intervention, nous, chez la Lab. En effet, il y a la question de la solidarité que William Hacker a bien reprécisé sur concernant les voyageurs, et il y a vraiment cette notion de solidarité, de pouvoir collectif, et je vais même aller plus loin dans ce sens de solidarité. Nous, chez la Lab, c'est vraiment l'organisation collective, et notamment le community organizing qui nous a été transmis par des associations comme le Next Level et Organisez-vous, qui sont des experts sur ces sujets-là. C'est vraiment cette notion de mobiliser nos ressources humaines, financières, nos ressources existantes pour vraiment créer un contre-pouvoir et créer la force de frappe dont on a besoin, nous, pour décrocher nos victoires. Donc, s'il y avait un conseil que qu'on pourrait donner, nous, chez la Lab, c'est vraiment cette notion de nous organiser et d'être moins sur la tyrannie de l'urgence et de répondre constamment à des rhétoriques islamophobes, sexistes et fascistes, mais d'être sur un agenda politique qui est le nôtre, qui est spécifique et créé par des organes de premières concernés, et œuvrer en ce sens. Et être moins sur de la réaction médiatique et politique, parce que c'est épuisant, et c'est comme ça qu'on brise aussi nos efforts bénévoles. Faut le rappeler, chez la Lab, il y a 2 salariés qui sont Justine et Sarah, qui sont nos cofondatrices. Euh, et puis on a aussi Nisrine qui est responsable des programmes pouvoir, et une autre alternante, Kenza. Mais je veux dire par là, c'est vraiment un travail de fourmi, c'est vraiment un travail porté aussi par une cinquantaine de bénévoles. Donc d'autant plus important de nous organiser collectivement et intelligemment pour vaincre les violences et trouver des solutions là-dessus. Et je vais finir sur un dernier élément, c'est l'appel à témoignage sur les discriminations dans les parcours de soins qu'on a partagé ce matin, qui a été co-lancé avec l'Observatoire féministe des violences médicales, lancé par Tant que je serai noire et Féministes contre le cyberharcèlement, pardon, qui sont nos partenaires de taille et des amis qu'on chérit très fort. Donc, le Défenseur des droits a lancé en co-construction avec nous ce questionnaire, et je vous invite vraiment à le partager et à le relayer au plus large, plus large. Voilà. Merci beaucoup, Ashraf. Merci, Juliette. Je rebondis juste sur une petite chose parce qu'il y avait aussi ce qu'on pouvait faire pour nous aider. Je pense que ça parlera à beaucoup de collectifs. Donc Fatima a dit l'important c'est de s'organiser. On organise 2 choses, on organise les gens, mais on organise aussi l'argent. Et, euh, et c'est vrai que en tout cas quand on est la Lab, déjà on fait un peu une croix sur toutes les subventions publiques. Je pense que c'est un peu le cas de pas mal de collectifs autour de cette table. La question financière, c'est aussi une vraie question. Donc, sachez que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement à partir de notre site internet. En tout cas, peut-être dans les questions à ouvrir, peut-être sur un prochain webinaire ou etc. C'est comment est-ce qu'on fait aussi pour collectivement parler de ce qui est parfois aussi un frein à notre organisation, qui est la question financière. Et je terminerai là. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Graziella et Fatima, et d'avoir mentionné aussi plein d'orgas qui soutiennent. Et je pense que ça, c'est un très bon point aussi. Vous avez mentionné le Next Level et organisez-vous. Je pense que ça peut être des très bons points d'appui pour plein de collectifs ou des gens qui ont envie de s'organiser localement pour donner des outils de comment on s'organise collectivement. Donc, merci beaucoup. C'est très précieux. Qui a envie de prendre une autre question parmi les camarades d'A4 par William et Laetitia pour la crèche et Action commune?
Bon, si personne prend, je peux prendre. Moi, je vais en prendre deux déjà sur le séparatisme. Je pense que on a parlé de la loi sur les séparatismes ou pour les principes de la République. Enfin, je ne sais plus comment, le respect des principes et des valeurs de la République. Alors cette loi, nous, on l'a vu arriver aussi de très loin parce que évidemment, elle était évidemment faite dans une logique islamophobe. Hein. Personne n'est dupe là-dessus. Mais elle a été un outil formidable aussi pour mater quelque chose que beaucoup avaient envie de mater depuis très longtemps, c'est l'obligation d'inscription en présentiel des enfants à l'école, des enfants du voyage. Voilà. Parce que beaucoup d'enfants du voyage bénéficient de cours à distance du fait de leur mode de vie. Et là, ça a été une opportunité en or pour quasiment interdire la possibilité aux familles d'accéder à cela et donc de les mettre dans des difficultés encore plus grandes. Et surtout, ça ne vient pas du tout répondre aux problématiques scolaires qui sont que aujourd'hui, un nombre important d'enfants du voyage sont placés sur des dispositifs pour les enfants en situation de handicap, notamment les dispositifs Ulysse dans les écoles pour pas les scolariser, puisqu'il n'y a pas de place en Ulysse. Donc, on les positionne là-dessus avec des certificats de complaisance des maisons départementales pour le handicap, par exemple, chaque année. Donc, on a des pratiques comme ça discriminatoires qui existent au sein de l'école qui devraient être attaquées. En fait, on n'attaque pas ça, on attaque vraiment la possibilité pour les familles d'accéder à l'école à distance. On n'a pas les places suffisantes pour accueillir les enfants. En fait, si tous les enfants du voyage demain devaient aller à l'école, on n'a tout simplement pas les places dans les écoles. Et il y a toutes ces questions-là, en fait, qui font que la loi sur les séparatismes, en fait, elle touche pas que les musulmans, elle touche aussi tout un tas de familles marginalisées, elle touche aussi à des questions liées au validisme, elle touche aussi à plein d'autres questions, en fait. Donc, vraiment, quand on touche au droit d'un groupe minoritaire, tôt ou tard, on touche à tout le monde. Voilà. Et les groupes minoritaires sont des vigies, vraiment. Donc les voyageurs, toutes les personnes marginalisées ou minorisées dans la société sont des vigies pour le droit de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est hyper important à saisir, je crois. Et puis sur la question de l'isolement quand on est dans les territoires ruraux, nous, toutes les familles qu'on rencontre, elles sont quasiment toutes très isolées en fait les unes des autres. Bien souvent, elles ont l'impression que le maire s'acharne sur elles, mais en même temps, elles savent qu'il s'acharne aussi sur elles parce que c'est des voyageurs et du coup, elles savent pas non plus vers qui se tourner. Alors, il y a des associations nationales, on peut téléphoner. Mais on peut aussi être soi-même délégué de ces associations dans les régions. Et ça, en fait, à partir du moment où il y a une position de délégué, l'association, en général, elle travaille à vous mettre en réseau avec tous les acteurs du territoire. Donc, c'est aussi une manière, en fait, de s'engager dans une asso, même qui est nationale et qui a des délégués en région. C'est une manière, en fait, de rencontrer sur son territoire. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait quand il y a des gens qui veulent s'engager avec nous, que ce soit des voyageurs ou pas d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé, on n'est pas sectaire, hein, qu'il y a des gens qui veulent s'engager pour le droit des voyageurs ou pour justement améliorer les conditions d'habitat, d'accueil, tout dans leur territoire. Ils s'engagent auprès de la NGVC, nous on les forme, ensuite ils deviennent des délégués locaux et après on va les mettre en lien avec toutes les assos du territoire, toutes celles qu'on peut rencontrer sur le territoire ou qu'on peut nous pré-identifier sur les territoires. Donc la question du réseau aussi des assos sur les territoires, elle est primordiale, je trouve vraiment, et surtout dans les territoires ruraux. Tout à l'heure, j'ai vu passer un dossier d'une asso qui s'appelle Asso Safe, asso féminisme, pour le féminisme et tout ça, qui avait pour projet en fait de... Ouh là là. Ça résonne plus. Je termine. C'est pour nous dire de terminer. Voilà, c'était une asso qui avait pour projet de mettre en réseau en fait toutes les assos de lutte contre l'exclusion, les discriminations, etc. sur le territoire de la Corrèze. Donc voilà, ça veut dire que quand même cette mise en réseau, elle est nécessaire dans tous les territoires ruraux parce qu'effectivement il y a une grosse, il y a un manque de visibilité de ces petites assos qui sont pas financées par le local très souvent parce que, et là je rejoins totalement ce que disait Graziella, qui sont pas financées par le local parce qu'en fait elles peuvent pas être financées par les collectivités qui ont des postures hostiles vis-à-vis de leur combat. Voilà, on n'imagine pas une association de voyageurs être financée par le local alors que
toute, toute la vie du voyageur, c'est de se battre contre les élus locaux qui leur empêchent d'accéder à leurs droits. C'est pas possible, en fait. Il n'y a aucune asso qui peut fonctionner de cette manière-là. Il y a vraiment cette logique de mise en réseau et de partage aussi du savoir financier. Ça, je pense que c'est vraiment un enjeu pour nos structures associatives, surtout qui agissent dans le champ des luttes contre les discriminations, se partager le savoir sur ce savoir financier qui est si précieux. Voilà. Je peux bien compléter Ashraf par rapport à 4, puis je ne sais pas si tu Carrément. la Bible, mais par rapport à l'isolement justement, et moi je suis impliqué dans pas mal d'assauts d'agriculture paysanne, j'habite dans le sud Aveyron, mais il y a pas mal d'assauts, alors qu'on dit d'éducation populaire, ça fait un peu vieille dame, mais je pense au réseau des Créfades, alors je sais pas, vous connaîtrez sûrement pas, mais il y a des petites assos, je pense sur le plateau de Millevaches ou à Saint-Aph ou dans d'autres régions en Haute-Loire, qui travaillent beaucoup sur l'accueil et l'accompagnement des non-issus du milieu agricole et qui sont peu soutenus aussi et qui peuvent être des relais intéressants si vous êtes isolé sur des territoires ruraux ou agricoles. Et après, par rapport à 4, je pense que bah, de ne pas hésiter à prendre contact si vous connaissez à la fois des personnes exilées forcées qui ont désir de vouloir venir vivre à la campagne ou en milieu rural, parce que voilà, on a monté cet asso aussi pour créer un réseau de lieux ou de fermes accueillantes, donc de pouvoir être relais et de pouvoir les accompagner ou en tout cas les impliquer dans ce qu'on essaie de faire. Et on essaie aussi de s'organiser, je sais pas si ça a été dit parce que je suis arrivé à la bourre, mais avec des groupes locaux, des groupes soutiens, donc de nous contacter aussi, parce que peut-être qu'autour de vous, il y a peut-être d'autres gens aussi qui essaient de créer et qui que vous connaissez pas forcément ou qui voilà, qui sont pas en contact, donc de pas hésiter. Et puis peut-être sur les outils, il y a Tariq a parlé des Voies croisées là de Raphaël Griset, film largement réalisé par Bouba Touré. Pour ceux et celles qui seraient en Île-de-France le 13 décembre, il y a une projection au Méliès à Montreuil des Voies croisées du film documentaire de A4 avec un débat derrière. Donc, je vous invite à aller regarder. Et puis, je sais pas à quelle heure c'est, mais voilà, c'est le soir au Méliès à Montreuil. Enfin, voilà, pour l'instant, je sais pas si Tariq ou Habib ou Idriss, vous avez d'autres choses. En sachant que pareil, la thune, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Graziella le disait, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Il y a plein de trucs pour ça. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que Tariq ou Habib, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Vincent? Peut-être aussi si vous connaissez des fermes accueillantes, hein, on est preneur. Voilà. Message passé. Oh non, merci. Ok, génial. Merci beaucoup. Et donc, du coup, la parole à Laetitia pour la dernière réponse. Et puis ensuite, Juliette terminera par une petite conclusion et des prochaines étapes. Bah alors nous, à la crèche, on est en train de monter une ferme maraîchère et on est justement à la recherche de maraîchers qui auraient envie de nous accompagner sur le projet. Donc, si jamais il y a moyen, on peut faire du lien. Moi, je voulais donc le conseil, l'outil concret, moi que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment le guide La mairie est à vous, donc que vous retrouvez sur le site internet. Et à l'intérieur de ce guide, il y a un outil qui s'appelle la boussole des listes citoyennes et participatives. Et la question à laquelle on me demande de répondre, c'est comment est-ce qu'on fait pour se protéger, en tout cas s'armer contre les listes d'apparence citoyenne, mais qui sont clairement soit penchant vers l'extrême droite, avec des sensibilités complotistes, etc., etc. Bon, bah clairement, on les connaît, enfin, on commence à les connaître, on commence à les voir arriver, hein, évidemment. Et donc du coup, eh ben, la boussole qui est dans le guide, mais qui est accessible sur le site internet aussi, elle donne des éléments là-dessus. Donc moi, je vous conseille d'aller la regarder, notamment parce que donc nous, notre travail, on va dire notre fil rouge, notre pivot, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la démocratie.
ensuite c'est ça qui va soutenir les valeurs, mais c'est d'abord la démocratie. Or, à partir du moment où quelqu'un va avoir, on va dire, des idées d'extrême droite, clairement, on est sur de l'autoritarisme, mais des personnes qui ne portent pas fondamentalement les notions d'accueil et d'égalité des habitants et des habitantes, en fait, ne peuvent pas être des listes participatives, ne peuvent pas être considérées comme des communes participatives. Donc, assez simplement, cette boussole elle permet très facilement de faire le tri. En tout cas, nous, à l'intérieur du réseau, elle nous permet de faire le tri, puisque c'est aussi sur cette boussole qu'on peut s'appuyer pour éventuellement exclure. Voilà, c'est important. Euh, voilà, mais je m'arrête là. Comme ça, on termine à 21h tout pile. Merci beaucoup, beaucoup pour ces échanges parce que c'était vraiment hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Merci Vincent, Tariq, Idriss et Habib. Merci William. Merci Grazella. Merci Fatima. Merci aussi à Victor et Julien que vous n'avez pas entendu ce soir mais qui ont assuré la technique tant bien que mal. C'est jamais simple sur ce type de format. On va tenter de vous restituer un replay à peu près correct, mais bon, ça a coupé un petit peu, donc voilà. Merci Ashraf aussi pour l'animation avec Merci à toi. en binôme, chouette binôme. Et alors, vous annoncez qu'on organise un prochain webinaire le 10 décembre avec Benoît Coquart et potentiellement d'autres invités surprises. On va continuer cette série des webinaires. On avait quand même dans l'intention à un moment donné d'essayer d'organiser aussi des rencontres en physique. Donc, c'est toujours à l'horizon. Mais dans l'immédiat, rendez-vous le 10 décembre. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire au lien que je vais mettre. Bah non, c'est pas le lien, c'est pas le bon lien que je vais mettre d'ici très peu de temps dans le chat. Vous pouvez aussi suivre. Vous trouverez l'info sur les réseaux sociaux. On va continuer de l'y mettre. Et puis on mettra aussi tous les liens sur la page du webinaire, tous les liens qui ont été partagés ce soir, parce qu'il y avait vraiment effectivement énormément d'outils, d'informations. Voilà, merci encore pour vos participations et puis à vous voir ou vous revoir dans la vraie vie et sur le terrain des luttes. Bonne soirée. Merci.